Très bien. Alors, je m'appelle Max Foucault, je suis étudiant en deuxième année de master en relations internationales, sécurité et défense. Et donc, je rédige actuellement un mémoire au sujet, donc le sujet est le suivant, l'Union européenne, l'évolution paradoxale d'une gouvernance post-politique. Donc, c'est un sujet de recherche qui est dirigé par le professeur Olivier Zajec à l'Université Lyon 3, qui a fondé donc l'Institut d'études stratégiques et de défense. Et dans le cadre de cet institut, nous, enfin jeunes et futurs chercheurs notamment, voilà, nous participons à faire vivre un petit peu les idées politiques, voilà. Et notamment les questions stratégiques. Alors moi je suis Kilian Schwab, je suis juriste de formation. J'ai passé tout mon cursus en droit public à l'université de Rennes. Et donc je vais surtout aujourd'hui vous parler de l'Union européenne sur le plan juridique. Donc je vais être l'homme chiant de la conférence, puisque comme on va essayer de le montrer avec mon camarade, l'Union européenne est avant tout une structure juridique et elle se définit comme telle, y compris sur le plan de ses bases philosophiques. On y va ? Si tu es prêt. Donc, l'Union européenne est avant tout l'objet de nombreux fantasmes. Nombreux fantasmes à la fois dans les esprits de ses fondateurs, dans les esprits des hommes qui l'animent, des fonctionnaires européens ou des élus, des fantasmes dans les esprits des gouvernants des États-nations composant l'Union européenne à divers degrés, et des fantasmes qui nécessairement aussi transparaissent dans les populations. Et ces fantasmes tranchent assez largement avec son fonctionnement réel, au point où l'Union européenne se compare facilement à une barre d'immeubles dégradée dans Le Monde merveilleux d'Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll. Alors, ces fantasmes, en fait, c'est le récit que l'Union européenne se fait d'elle-même est une sédimentation de représentation. Je reviendrai sur l'idée de représentation. Et cette sédimentation est indispensable à la constitution d'un récit légitimateur de son existence et fondateur, puisqu'en fait, l'Union européenne va, tout en prenant le contre-pied des États-nations, s'inspirer de leur propre récit fondateur, notamment du récit français, pour se légitimer aux yeux des populations, ce qui est le cas de toutes les structures politico-juridiques de ce type, même si vous allez voir que la politique est en fait assez largement absente de l'Union européenne en réalité. Alors, il ne faut pas s'imaginer que derrière cette structure représentative se cache une vérité inavouable, une sorte de mystique on va dire, occulte. Hein, ce n'est pas du tout le cas. L'Union européenne est extrêmement transparente, enfin je veux dire, le fonctionnement juridique de l'Union européenne est très transparent, je ne vous parle pas des éventuelles magouilles auprès des institutions, ça c'est autre chose, mais on peut avoir accès au fonctionnement de l'Union européenne, et si tant est-ce qu'on est prêt à lire ce qui constitue le fondement de l'Union européenne, et c'est ça tout l'enjeu, puisqu'effectivement, l'Union européenne se présente comme une structure technique, aride et froide. Hein, c'est une nuit de février dans le désert de Gobi. C'est-à-dire que c'est franchement pas avenant, on n'a pas envie d'y être. Et c'est vrai que les textes paraissent absolument illisibles. Et pour beaucoup, ils le sont effectivement dès lors qu'on n'a pas une fibre juridique, donc dès lors qu'on n'est pas à moitié fou en fait. On ne va pas lire les textes fondateurs de l'Union européenne, que ce soit les traités, les actes dérivés, etc. Ce qui fait que l'Union européenne n'est pas difficile à comprendre, mais elle est complexe à appréhender. Et en ça, elle est absolument unique. C'est une véritable structure sui generis, hein, c'est-à-dire, mon camarade en parlera, mais sui generis qui peut se présenter de différentes manières, soit comme l'étape, disons, inaugurale d'une ère post-nationale, ou comme une structure qui a vocation à fédéraliser ses membres. En réalité, l'Union européenne fonctionne telle qu'elle fonctionne parce que sa naissance
n'a pu avoir lieu, et ces évolutions n'ont pu avoir lieu que par des séries de micro-compromis successifs qui lui donnent cet aspect de forme géométrique absolument instable, loin des représentations habituelles, pyramidales ou concentriques du droit et de la politique, mais plutôt comme une forme avec énormément de côtés et de sommets, si vous voulez. Alors ça vient de l'inspiration, des inspirations qui ont présidé à sa naissance et à sa construction, puisque l'Union européenne, après avoir vu dans les années 60 et 70 des affrontements successifs sur ce qu'elle devait devenir, on a abouti au constat que personne n'avoue, mais qu'en réalité tout le monde ne comprend bien, surtout depuis 2007 et la paralysie dans laquelle elle est plongée, que personne ne sait ce que l'on veut faire de cette Union européenne, et personne ne sait ce qu'elle va devenir, ni ce qu'elle devrait devenir d'ailleurs. Ce qui est à la source de son côté impolitique, et ce qui n'est pas anodin dans la pensée qui a présidé à sa construction. Comme je l'ai dit, l'Union européenne ne vient pas de nulle part, puisqu'elle s'inspire d'une pensée née dans les années 30 à l'Université de Fribourg en Allemagne. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est devenu dominant dans l'Union européenne, notamment depuis Maastricht. Maastricht, c'est la concrétisation de cette victoire de la pensée de l'école de Fribourg de 1932-1933. Vous voyez que c'est juste avant, même au moment où le NSDAP prend le pouvoir en Allemagne. Cette pensée a été appelée a posteriori l'ordolibéralisme, mais à l'origine, elle n'est pas appelée comme ça par ses fondateurs. Ses fondateurs étant donc Walter Eucken, qui est un économiste allemand, et Franz Böhm, un juriste. Et la combinaison des deux n'est pas anodine. Alors, pour ces penseurs, le libéralisme spontané de Hayek, qui est fondé sur l'idée de catalexie, c'est-à-dire que les hommes s'organisent spontanément et que la puissance publique ne vient que freiner cette organisation spontanée. D'un côté, donc Hayek plutôt, et de l'autre, Keynes ou les marxistes, ont tort dans tous les cas. Puisque pour les ordolibéraux, la puissance publique a un rôle structurel et uniquement structurel. C'est-à-dire qu'il s'oppose aux interventions conjoncturelles que prônent les keynésiens et que, bon, évidemment, prônent bien les marxistes dans le cadre de la révolution qui doit aboutir à l'État communiste, enfin à l'ordre communiste où il n'y a plus d'État et plus de monnaie, mais aussi à Hayek, puisque pour les ordolibéraux, il n'y a pas d'ordre spontané général. Il revient à la puissance publique. J'insiste sur l'idée de puissance publique et pas d'État, puisque l'Union européenne n'est pas un État et elle est aujourd'hui la floraison la plus éclatante de cet ordolibéralisme. La puissance publique doit construire l'architecture technique qui va permettre au marché de satisfaire tous les besoins des hommes. C'est pour ça qu'il parle de Wirtschaftsverfassung, la constitution économique. L'idée, c'est qu'il faut placer en dehors des délibérations conjoncturelles, en dehors des contingences politiques et démocratiques notamment, l'économie et le droit. Une fois que la puissance publique a organisé cette structure juridique, on n'y touche plus, puisqu'elle est conçue pour permettre aux hommes de prospérer en son sein. Et c'est tout. Et donc l'État, après, ne fait que observer les agents, les individus, les entreprises, et dire là, vous ne respectez pas la structure, là, vous ne respectez pas la structure, et c'est tout. Donc il n'y a pas de relance, il n'y a pas de soutien à l'économie, il n'y a pas, évidemment aussi, il n'y a pas non plus d'innovation démocratique véritablement possible. Parce que cette idée de Wirtschaftsverfassung, donc constitution économique, est issue de la pensée allemande de la fin du XIXe siècle, sur le Rechtsstaat, pas le Reichsstaat, le Rechtsstaat, l'état de droit, dans le... oui, c'est un lapsus, ce serait un lapsus facile à faire. Il y en a un autre lapsus facile à faire aussi, je le dirai tout à l'heure. Voilà, donc le Rechtsstaat, donc l'état de droit,
qui est né dans le Second Reich, enfin le Deuxième Reich, le Wilhelminien, où l'idée c'était que puisque l'empereur, le Kaiser, est inamovible, il faut le contraindre à se soumettre à la loi. Et derrière cette idée, cette idée va muter à partir de la démocratisation de la société allemande après la Seconde Guerre mondiale, puisque ce n'est plus le monarque qui est inamovible, c'est le peuple qui est inamovible. Alors, il ne faut pas non plus y voir un antidémocratisme primaire, puisque cette pensée se développe, je vous rappelle, dans les années 30, où en Allemagne, le Parti communiste et le NSDAP sont très forts et sont des partis qui se prétendent, et qui le sont d'ailleurs, de masse. Donc derrière l'idée de Rechtsstaat, qui va muter donc en Wirtschaftsverfassung, il y a l'idée qu'il faut retirer de la délibération populaire qui est sujette aux passions une grande partie du fonctionnement de la société, notamment de son fonctionnement économique. Et ça, l'Union européenne l'a parfaitement compris, puisque la Wirtschaftsverfassung de l'Union européenne, ce sont les traités qui ont constitutionnalisé une grande partie de la vie économique, juridique et sociale de l'Union européenne, limitant au maximum, on y reviendra, la marge de manœuvre des États membres, avec leur consentement bien sûr. Alors ça donne à l'Union européenne un aspect baroque qui vient justement de ce refus du politique. Vous comprenez bien que quand on dit ça, on refuse le politique. Il n'y a plus lieu à faire de la politique. Il n'y a plus lieu de délibérer, de réfléchir sur ce qu'il faudrait faire, puisque tout est déjà décidé. Et c'est pour ça que, par ailleurs, l'Union européenne refuse, en réalité, même si là, avec l'Ukraine, on a... oui, on va déborder. L'Union européenne refuse, en réalité, de se concrétiser la puissance qu'elle prétend être, puisque elle refuse le politique. À partir du moment où on refuse le politique, on ne peut pas se revendiquer comme étant une puissance, notamment à l'échelle internationale. Ça passe néanmoins par une problématique de légitimation. Alors, désolé, je suis en pleine guerre. Mon organisme est en pleine guerre, là. C'est terrible. Alors, oui, je disais, ça passe néanmoins par un récit légitimateur, parce que quand on présente l'Union européenne uniquement comme une structure juridique, c'est-à-dire quand on parle de son fonctionnement réel, ça ne fait rêver personne. Ça ne fait rêver absolument personne, parce qu'en réalité, les rêves collectifs des États-nations de l'Europe se sont concrétisés dans leur vie politique. C'est tout le rôle, ça a été tout le rôle et tout le mouvement de la nationalisation, donc de la formation des nations européennes, où le citoyen devenait par sa polyvalence capable de délibérer, de discuter et de décider de tout. Le récit légitimateur de l'Union européenne est donc incomplet et nécessairement contradictoire, puisque elle doit jongler avec l'esprit politique des États membres et son fonctionnement qui contraint les États membres. Alors, j'ai identifié 4 ensembles de représentations avec lesquelles l'Union européenne se vend, en fait. Voilà. La première, que vous connaissez bien, on ne va pas s'étendre là-dessus très longtemps, mais la première, c'est que l'Union européenne a été l'acteur primordial, sinon unique, de la paix en Europe, puisque les Européens, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, se racontent une histoire, à savoir que l'Europe est le lieu privilégié des conflits armés. Bon. Ce qui dénote surtout d'une ignorance du reste du monde, en fait. Mais bon. D'ethnocentrisme. Oui, ça fait partie de l'ethnocentrisme. Bon, après, il faut dire que c'est une représentation post-traumatique, c'est-à-dire qu'elle est justifiable et compréhensible. C'est pour ça qu'elle touche surtout les générations les plus anciennes. Les gens qui ont connu soit le conflit, soit l'immédiate après-guerre, et ce qui explique en partie les mouvements électoraux auxquels on assiste en Europe. Et comme ces générations sont particulièrement nombreuses, eh bien forcément elles pèsent beaucoup sur le destin politique des États membres de l'Union européenne. Bon, ça c'est le premier ensemble de représentations. Le deuxième, qui vient directement de l'ordolibéralisme, c'est que, au fond,
l'État, et notamment l'État-nation, c'est-à-dire l'État comme instrumentation d'une nation, est par nature dangereux. Il faut le limiter pour éviter des dérives. Et notamment, évidemment derrière, c'est l'appel aux heures sombres. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Il aurait fallu pouvoir empêcher cela. D'ailleurs, Robert Schuman, dans les années 50, dit que si le projet d'Europe d'Aristide Briand dans les années 20 avait réussi, il n'y aurait pas eu de guerre. En fait, on ne peut absolument pas prouver ce type d'assertion. Je doute que le NSDAP en aurait eu quelque chose à faire d'une éventuelle union ou confédération européenne, de quelque nature qu'elle soit. Mais bon, c'est comme le général de Gaulle disait, les traités c'est comme les roses et les jeunes filles, ça fait son temps. C'est une affaire de juriste, il m'a dit. Oui, c'est une affaire de juriste, et puis bon, les nazis n'étant pas particulièrement portés sur le droit, je pense que la question aurait été vite réglée. C'est-à-dire qu'ils l'auraient fait, comme ils l'ont fait avec la NSDN, ils auraient tout simplement quitté l'ensemble, et puis c'est tout, c'est ce qu'ils auraient fait. Donc ça, c'est le deuxième ensemble de représentation. Le troisième découle de l'idée que l'unité européenne précède sa division. Les nations en Europe ne sont qu'une erreur de l'histoire, une contingence qui n'aurait pas dû arriver, et que, au fond, ce qui est véritablement à l'œuvre en Europe, c'est un mouvement vers une unité inexorable. Alors, ça pose problème, parce que c'est factuellement faux, et que ça se base sur des événements historiques, d'ailleurs anciens, qui eux-mêmes prenaient place à partir de représentations qui étaient déjà obsolètes à leur époque. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Par exemple, l'Union européenne instrumentalise beaucoup la figure de Charlemagne. Alors, c'est quand même un peu curieux parce qu'il est mort il y a 1207 ans maintenant, donc ça commence à dater. Et quand vous regardez, mais c'est très tôt, très tôt, par exemple, dans le discours de Paul-Henri Spaak, quand il reçoit le Karl Price, donc le prix Charlemagne, justement, il parle d'une unité européenne qui aurait été rompue, il faudrait corriger une erreur de l'histoire et que, au fond, Charlemagne, c'était un peu la figure tutélaire, le prophète de l'Europe unie, et qu'il faudrait en revenir à cette histoire. J'ai une petite parenthèse, le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé en janvier 2019, qui a été conclu d'abord entre la France et l'Allemagne, sur les questions notamment de défense aussi, a été conclu à Aix-la-Chapelle, là où Charlemagne, il me semblerait, a été couronné. Et non, il a été couronné à Rome, enfin empereur à Rome, mais il est enterré surtout. Alors c'est pas Charlemagne, je sais plus, pardon. Dans le palais épiscopal, il est enterré. D'accord. Puisqu'on l'a déterré plusieurs fois, donc on sait qu'il est là. Il me semblait que c'était... Non, c'est pas. Et puis quand il est couronné roi, avec sa chapelle n'existe pas encore. Enfin, le palais épiscopal n'existe pas encore. La figure de Charles, enfin, ça n'est en fait ne rien comprendre à la période carolingienne, mais ça passe. Vous voyez bien que ça passe par un récit légitimateur, mais on le connaît en France. L'idée du roman national, c'est ça, c'est qu'on interprète l'histoire de manière à légitimer une vie collective. Et c'est ce que fait l'Union européenne avec Charlemagne, c'est ce qu'elle fait avec Charles Quint aussi, par exemple. Alors que Charles Quint n'a pas d'ambition européenne, il a une ambition chrétienne, œcuménique, plus qu'européenne. Ça n'a pas vraiment de sens de parler d'Europe à l'époque. Et puis bon, ils n'ont pas dû lire beaucoup de choses sur Charlemagne parce que j'ai vérifié, pourtant, mais c'est les récits de ces campagnes en Saxe où il coupe la tête des enfants. Je ne suis pas sûr que ce soit dans la Convention européenne des droits de l'homme. J'ai vérifié, on ne la trouve pas. Même dans la jurisprudence, il n'y a pas de tolérance pour les décapitations d'enfants. Mais bon, ce sont des détails et donc forcément on passe à côté. Pour corriger, Charlemagne avait choisi Aix-la-Chapelle comme centre du pouvoir carolingien. Oui, bien sûr. Mais c'était parce que qu'il y avait un rapport entre... Ah oui, bien sûr, et après, à partir d'un moment, ça devient sa résidence principale. Voilà, donc l'Union européenne en profite aussi. Oui. Peut-être pas uniquement pour cette raison, mais comme le traité de Lisbonne a été signé, on sait, dans la cathédrale à Cynthia, donc pour donner une dimension à Sintra, à côté de Lisbonne, donner... à Belém, pardon. C'est-à-dire donner une sorte de dimension religieuse à chaque fois qu'un traité est conclu
le plénipotentiaire européen. Donc ça, c'est intéressant. Il y a d'autant plus une dimension religieuse que les fondateurs notamment les pères fondateurs de l'Union européenne, qui sont présentés comme tels, qui est en fait un décalque des pères fondateurs américains, sont tous, à part Siko Mansholt, qui était un social-démocrate, sont tous catholiques, enfin de culture catholique. Et ça, c'est très présent dans leur idée. Il y a une idée que l'Union européenne n'est qu'une nouvelle manière d'unifier la chrétienté latine. Bon. Je ne suis pas certain que ce soit vraiment une bonne idée, sachant que maintenant les prochains candidats sont tous orthodoxes. Voilà. Et puis ça semble plus d'actualité. Je ne pense pas que les européistes aujourd'hui réfléchissent en termes messianiques. Ils transposent une forme de droit de l'homisme qui est tout droit venu d'idées qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne pense pas que ce soit le rêve aujourd'hui des européistes les plus fervents. Non, c'est vrai, mais ça, disons que c'est une vieille, c'est un vieux cerveau reptilien en fait. C'est bon. D'ailleurs, parce que une autre référence qu'on voit parfois en filigrane, notamment Emmanuel Macron avait parlé d'empire européen, donc il avait fait une référence à ça, c'est Rome. Mais là aussi, Rome pose problème d'ailleurs. Parce qu'une grande partie de l'Union européenne n'était pas dans les limites de l'Empire romain et inversement. Et puis, avec cette idée de chrétienté, le cas de la Turquie, par exemple, se pose. C'est l'exemple paroxystique. Si l'Union européenne est censée être le successeur de l'Empire romain, je ne vois pas pourquoi la Turquie ne pourrait pas rentrer dans l'Union européenne. Je dirais, ses limites sont quasi intégralement comprises dans l'ancien Empire romain. Et aux dernières nouvelles, c'est bien la Turquie qui est souveraine sur sur quoi? Sur l'Anatolie, c'est ce qu'on dit. Oui, enfin surtout sur l'ancienne Constantinople, c'est-à-dire la capitale, la véritable capitale de l'Empire. Le peuple turc n'a rien à voir avec le peuple romain qui était installé en Anatolie. Bien sûr. Il y a 2000 ans. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est des vagues, bien sûr. C'est au XIe siècle. Tout à fait. Donc c'est justement aujourd'hui, je dirais, l'aporie entre la conception moderne des européistes qui voient l'Union européenne comme une sorte de civilisation de valeurs, mais de valeurs qui sont hors sol, qui ne sont pas assises sur une réalité historico-géographique. C'est-à-dire que voilà, il y a une forme de disjonction entre ce qu'est l'Europe, quel est l'ADN profond de l'histoire de l'Europe, et une Europe qui se définirait en fonction de grandes abstractions qu'on va que tu vas développer, oui. Ouais, tout à fait, qu'on peut développer. Alors, justement, je vais annoncer la suite parce qu'il faut avancer. Donc, on va diviser ça en deux, disons deux grandes idées. Plutôt un aspect géopolitique et historique que mon camarade va développer. Et puis ensuite, je viendrai vous saouler avec le droit. Voilà, dans une deuxième partie. Avec le droit, dans une deuxième partie. Très bien. Je te remercie Kylian pour cette introduction qui est déjà assez exhaustive au sens où elle a déjà fait un tour d'horizon intéressant de tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Alors évidemment, exhaustif à mettre entre guillemets puisque je pense pas qu'on puisse résumer la complexité historique, géographique, idéologique de l'Union européenne dans une conférence d'une heure et demie. Ce serait un peu présomptueux que de vouloir le prétendre. Alors donc je vais essayer vraiment de centrer mon analyse sur une analyse qui est plutôt stratégique, un petit peu géopolitique, des enjeux qui tournent autour de l'Union européenne, qui gravitent autour de l'Union européenne dans ces domaines-là. Je vais passer les lieux communs sur à la base la construction de l'Union européenne. Donc vous savez, la CECA, la CECA puis la Communauté économique européenne avec les traités de Rome. Bon, je pense que ça c'est le b.a.-ba. Ici dans cette salle, vous devez à peu près connaître ces éléments-là. Donc pour faire un lien avec mes travaux de recherche actuels, j'aimerais commencer par introduire mon propos avec des considérations assez générales. Donc l'étude de l'architecture des traités européens nous intéresse, et surtout ce qui nous intéresse dans cette étude, c'est le logiciel qui anime la construction européenne. Mais quel est ce logiciel? Donc on doit se poser la question, est-ce que l'Union européenne est un authentique gouvernement compris au sens d'une forme de préséance du politique sur le reste des considérations, c'est-à-dire que est-ce que l'Union européenne transpose à l'échelle supranationale l'idée d'un gouvernement élu par un peuple et donc ces représentants élus sont mandatés pour conduire des politiques qui permettent à ce peuple d'être réellement représenté, ou est-ce une forme d'économicisme juridicisé, voilà ce que j'appelle, je ne suis pas le seul d'ailleurs,
à dire est-ce que l'Union européenne n'ancrerait-elle pas dans le marbre des traités une certaine constitution économique, pour reprendre ce que tu disais, et cette constitution économique qui va totalement arraisonner le politique par sa vision assez managériale des affaires publiques. Or, aujourd'hui, quand on y regarde de près, on se dirige plutôt vers cette deuxième option et on s'éloigne donc de la conception très classique du gouvernement. Donc c'est-à-dire que l'Union européenne serait une forme de gouvernance post-politique, c'est-à-dire, quand je parle post-politique, j'entends la destitution du politique au profit de cette gestion qui n'est tout sauf politique et humaine et qui est raisonnée par le management. Donc l'Union européenne aujourd'hui se définit par la gouvernance. D'ailleurs, eux-mêmes, c'est comme tu disais, il n'y a rien d'opaque. Il ne faut pas aujourd'hui, dans le mode de fonctionnement de l'Union européenne, chercher une forme de complot, mais de conspiration, de choses sombres. Alors c'est assez sombre dans la mesure où c'est très peu transparent. Nous avons des médias qui nous informent assez peu de ce qui se passe à Bruxelles. On préfère, comme disait Camus, discuter des chiens errants, c'est un petit peu des chiens errants et des veufs et des orphelins, plutôt que de parler par exemple des directives européennes qui sont prises au sujet des huiles essentielles de lavande qui vont tuer notamment vers chez moi. Je fais une petite digression, mais je vais revenir à mon propos ensuite, qui devrait tuer vers chez moi, hélas, toute l'économie des huiles essentielles de lavande en Drôme provençal, puisque au nom de l'indiscrimination, qui est le grand mantra, alors que ce soit d'un point de vue sociétal ou économique, l'indiscrimination qui est promue par les traités européens, puisque les huiles essentielles de lavande chimiques sont toxiques, on va devoir apposer le label produit toxique sur les huiles essentielles de lavande naturelles pour ne pas discriminer les huiles essentielles de lavande qui ne sont, enfin vous comprenez, qui sont alchimiques. Vous comprenez la folie. Mais donc ce qui est terrible, c'est que tout à fait. Et donc ce secteur-là devrait s'effondrer puisque les gens en prendront peur, je pense. Donc c'est pas uniquement que des conséquences économiques. Il faut bien se rendre compte que tout ce qui se passe, c'est très prosaïque. Enfin, ça prend des conséquences. Ça a des conséquences réelles. Bon, donc je ferme la parenthèse. Donc cette gouvernance, pour revenir à la gouvernance, est une forme de transposition de théories et de méthodes de gestion managériale privée dans la sphère publique. Vous l'avez bien compris. Donc aujourd'hui, quelle est la structure de l'Union européenne? Est-elle statophile? Se pense-t-elle comme un super-État? Ou statophobe? Au sens où se pense-t-elle au sens où elle rejetterait les termes obésiens de la puissance, c'est-à-dire qu'elle ne voudrait pas s'insérer dans des rapports de puissance interétatiques, mais elle préfère se définir en termes kantiens, c'est-à-dire que l'Union européenne rejettera d'un bloc ces termes virils de la puissance pour œuvrer, comme dit, voilà, on va paraphraser Kant, un grand projet de paix perpétuelle qui ne peut être fait que si l'État est destitué. Donc, en fait, d'une certaine manière, l'Union européenne se voit comme une gestion voit sa gestion comme footballistique. Pourquoi? Parce que, alors déjà, le management s'inspire beaucoup de la gestion des clubs sportifs, et notamment du football, qui est le sport par excellence. Mais c'est... comment s'appelle-t-il? Ludwig Erhard, donc le premier chancelier allemand après la Seconde Guerre mondiale, donc le premier chancelier de la RFA, qui disait que l'État devait devenir dans la société l'arbitre comme l'arbitre est au foot en fait. Et qu'il fallait donc, comme dans le football, définir des règles a priori, et ensuite l'État n'interviendrait que pour faire respecter ces règles, en gros pour trancher, comme l'arbitre au football. Voilà. Oui, c'est intéressant. Bon, moi, je ne vais pas m'apesantir trop sur les questions juridiques, c'est passionnant. Comme Kylian, je suis issu d'un parcours de droit, j'ai fait une double licence de droit et de sciences politiques, mais là, je vais passer, je vais uniquement me centrer, sinon je vais être trop long et je vais déborder sur ta partie. Non. Donc, donc je vais rentrer dans le vif du sujet, donc, de ma partie. Donc, l'Union européenne est... Donc, tu t'en chargeras, je pense, est d'abord un objet juridique non identifié ou du moins sui generis, qui suit ses propres lois, son propre mode de fonctionnement, inédit. Et donc, est-ce qu'on peut aussi dire que l'Union européenne est un OGNI, c'est-à-dire un objet géopolitique non identifié? Alors, donc, dans un premier temps, je m'attarderai sur la question de cette construction juridico-économique dépolitisée. Construction juridico-économique dépolitisée. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par ici. Donc, c'est-à-dire que, voilà, je vais vous parler de certains auteurs qui amènent à penser cette préséance de l'économie sur le politique.
Donc ce logiciel qui est donc néolibéral, on peut le dire, qui est ancré dans le marbre des traités, favorise cette gouvernance post-politique où l'économie va tout, voilà, va administrer, va administrer les affaires publiques. Donc ces idées-là, elles sont nées il y a très longtemps, et j'aimerais parler d'un auteur, donc un économiste hétérodoxe, qui va nous aider à comprendre l'ensemble du propos. Il s'appelle Karl Polanyi. Karl Polanyi, donc, il a écrit en 1944 un ouvrage qui est passé assez inaperçu, qui s'appelle La Grande Transformation. Et alors, sa thèse est la suivante. Il part de l'observation de l'Angleterre au XVIIIe siècle, et il nous dit qu'avant le XVIIIe siècle, dans les sociétés traditionnelles, l'économie était une composante du politique, c'est-à-dire que l'économie était un auxiliaire du politique, et l'économie était profondément encastrée dans le politique. Or, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec la révolution industrielle, avec l'essor d'une grande bourgeoisie commerciale avant la bourgeoisie financière, il nous dit bien qu'en fait, on a observé à cette époque-là une forme d'autonomisation de l'économie du reste de la sphère politique et sociale. Or, cette autonomisation du politique, ce désencastrement, c'est les termes qu'il utilise lui-même, ce désencastrement, en fait, a renversé le centre de gravité, je dirais, de la gestion des affaires publiques et privées vers le privé, et ce qui a fait que cette espèce de force centrifuge de l'économie, qui gère toute la vie, tous les aspects de la vie politique et sociale, a ensuite aspiré le politique, et donc on a depuis le XVIIIe, XIXe siècle, on assiste à une période de réencastrement, cette fois-ci, du politique dans la sphère de l'économie. Or, aujourd'hui, l'Union européenne, si on s'inspire de ses travaux, on peut se rendre compte que c'est vraiment l'illustration parfaite de sa théorie, puisque aujourd'hui, il y a un réel, on t'en parlera j'imagine un peu plus quand on parlera du traité de Maastricht et autres, un réel encastrement du politique qui aujourd'hui est totalement arraisonné par ce management, cette vision managériale des affaires publiques, qui du coup verrouille la liberté d'action du politique. Qu'est-ce que c'est que le politique si ce n'est la préséance de la liberté d'action? Aujourd'hui, quand vous avez des traités européens dont la structure est très rigide, qui vous dit que par exemple il y a une interdiction, on parle du statut de la BCE, pour du politique, donc, puisque les banques centrales sont devenues indépendantes, de renflouer les caisses lorsqu'on en a besoin, d'émettre des titres. Les autorités administratives indépendantes, tout à fait. L'autorité de la concurrence, l'autorité des marchés financiers. Voilà, exactement. Donc en fait aujourd'hui, les décisions, je dirais, structurelles, enfin surtout structurantes, pour la vie de tous nos concitoyens, sont prises dans le cadre voilà, d'une rationalité économique qui échappe aux politiques. Dans la même veine, on peut parler aussi notamment de Yascha Mounk, pour revenir à toi, qui a écrit un alors ce qui est très intéressant, c'est que cet auteur, Yascha Mounk, est un libéral. Il est professeur à Harvard, mais c'est un libéral intelligent, ce qui n'est pas le cas de tous les libéraux, puisqu'il parle, en fait, il a écrit un bouquin avec un titre très racoleur qui s'appelle vous allez comprendre pourquoi je fais cette deuxième digression, mais c'est pour amener le sujet tranquillement, pour bien qu'on comprenne, qui s'appelle « Le peuple contre la démocratie ». Après avoir lu son livre, on pourrait changer le titre et l'appeler « Le libéralisme contre la démocratie ». C'est-à-dire qu'en fait, vous avez sûrement entendu, et puis si vous êtes assez sceptique de cet ordre justement globalisé, vertical, transnational, qui a vocation à destituer les États, qui vous prive on a l'impression que quoi qu'on vous demande votre avis ou pas, vous êtes lésé. Bon, on traite souvent les dirigeants politiques qui s'y opposent de populistes, c'est-à-dire que ce seraient des démocrates illibéraux, puisqu'ils seraient élus donc grâce au suffrage universel, peut-être dans des conditions relativement régulières, mais il se trouve qu'ils sont illibéraux. Or, l'Union européenne, c'est absolument l'inverse. C'est-à-dire que l'Union européenne est, je dirais, le parangon du libéralisme post-démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, elle sacralise dans le marbre de ses traités une constitution économique et en parallèle toute une quantité, je dirais, pléthorique de droits et libertés fondamentaux, mais qui ne résultent pas d'un processus démocratique. Ces droits et libertés fondamentaux sont pris au nom de grands principes, au nom d'une forme de, comme dirait Jean-Louis Harwell, de nouveau millénarisme des droits de l'homme, qui en fait devraient être placés au-delà du consentement démocratique. C'est-à-dire que, comme dirait Jean-Claude Juncker, le disait à son époque, il n'y a pas de démocratie contre les traités européens, puisqu'en fait il y a une forme de réification de ce droit qui est placé à l'échelon supranational, et donc les peuples locaux, puisque ce serait illibéral de porter atteinte à ce droit, on les prive de cette capacité. Or l'Union européenne, c'est ça, comme
l'Union européenne arrive à une forme de ce que j'appellerais de constitutionnalisation rigide de l'éthique. C'est ce que dit Zaki Laïdi, que je vous conseille, d'ailleurs, qui a écrit un bouquin très intéressant sur l'Union européenne qui s'appelle La norme sans la force, Zaki Laïdi. Il dit bien que le problème de l'écueil de Kant, et pourtant Kant en parlait lui-même, il disait que son idée de paix perpétuelle, ce projet de bonne gouvernance, pacifiste, etc., aboutirait à une constitutionnalisation trop rigide de l'éthique. Et c'est cette constitutionnalisation rigide de l'éthique qui serait antidémocratique. Donc en fait, Yeshua Mounk, il fait un résumé, et surtout il apporte des faits, il dit bien, voilà ce qui se passe. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle ligne de fracture. Il y a les démocraties illibérales, la Pologne, la Hongrie, qui sont des États démocratiques, mais qui préfèrent servir les intérêts démocratiques, sacraliser l'intérêt démocratique du peuple, au détriment des minorités qui sont donc vulnérables, puisqu'elles n'ont pas de protection libérale, droits de l'homme. Et paradoxalement, en face, vous avez l'Union européenne qui sacralise, c'est une sorte d'empire normatif qui sacralise dans le marbre de ces traités, voilà, ses droits au détriment de la démocratie, puisque c'est inatteignable. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, la réelle ligne de fracture en Occident, c'est plus droite-gauche, des choses comme ça, c'est vous avez les partisans. Bon, il peut y avoir une sorte de synthèse entre démocratie et libéralisme, mais vous avez les partisans de la démocratie libérale et du libéralisme antidémocratique. Et je pense que ce constat est trop peu, on entend trop peu parler, et c'est assez intéressant de l'évoquer. C'est parce que d'une manière générale, la formation des démocraties en Europe s'est faite, d'ailleurs il vaudrait mieux parler de régime parlementaire en réalité, s'est faite dans une synthèse et une tension permanente avec le libéralisme. Et on n'imagine pas une démocratie qui soit illibérale ou qui ne soit pas empreinte de libéralisme. Bon, alors qu'en réalité, les deux idées poussées dans leur retranchement se télescopent. D'ailleurs, la substance démocratique du gouvernement précède largement de pratiquement 2000 ans le libéralisme, enfin du moins sa formalisation au XVIIe, XVIIIe siècle. Athènes n'est pas une démocratie libérale, ça n'aurait aucun sens. C'est une démocratie libérale, parfaitement. Oui, enfin, on a une pensée sur la liberté, on pense la liberté, mais on ne la pense pas dans les mêmes termes que le libéralisme. Oui, bien sûr. Et donc oui, Athènes, tu dis très bien, Athènes n'était pas un régime, c'était pas un régime libéral, mais c'était une démocratie. Donc en fait, ça prouve très bien que l'erreur que font les libéraux, ils disent très bien que voilà, ce sont des démocrates libéraux, que ça va conduire à la dictature. Je pense qu'ils amalgament en fait une exceptionnalité historique qui est celle de la démocratie libérale. C'est-à-dire qu'on a vécu en Occident, ça c'est la thèse de Yeshua Mounk justement, une période exceptionnelle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale où les États du monde se sont progressivement démocratisés et en parallèle, enfin, tous les États qui ne faisaient pas partie du bloc soviétique, et en parallèle, un certain enrichissement qui a fait que libéralisme et démocratie, dans un moment particulier, ont pu s'emboîter. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte, avec justement voilà, la fin des Trente Glorieuses, avec le retour d'une forme d'austérité pour stopper un endettement excessif, une volonté des questions migratoires qui font que les peuples se révoltent contre des dangers qu'ils estiment culturels et économiques. Bon, aujourd'hui, on a une réelle fission de la démocratie et du libéralisme, et l'Union européenne l'incarne parfaitement. Je pense que c'est le cas d'école parfait pour analyser cette réelle dissension moderne. Rendez-vous dans 3 siècles, hein, pour l'analyse finale. Oui. Voilà. Donc, ensuite, donc, ça ne voudra pas échapper que l'Union européenne a une préférence pour la norme au mépris de la démocratie. Régis Debray parle à cet égard d'empire normatif. Il dit, mais quand je vous parlais que l'Union européenne, c'est statophile, je pense en État, statophobe, on ne sait pas trop. Bon, Régis Debray nous parle d'empire normatif, c'est-à-dire que l'Union européenne a la vocation à ne pas se définir territorialement, ni matériellement. L'Union européenne, c'est une sorte d'accumulation de vastes abstractions, liberté, démocratie, et quiconque en fait adaptera nos normes et nos valeurs pourra faire partie de cette union qui en fait n'a d'européenne que le nom. Vous voyez ? Donc l'Union européenne est plutôt un empire qu'un État, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de frontières
définie. Il n'y a pas de citoyenneté européenne réelle, c'est-à-dire qu'il y a des citoyens de différents États européens, mais concrètement, même si on vote pour un Parlement européen, on parlera, qui n'a même pas l'initiative des lois, ce qui montre bien le caractère post-démocratique de l'Union aussi, du moins dans son mode de fonctionnement. L'Europe, voilà, il n'y a pas un peuple européen, il y a des peuples européens, il n'y a pas une langue européenne, il y a des langues européennes, donc on ne peut pas parler de nation européenne. Franchement, c'est un sophisme. Et ça, c'est là où les libéraux européistes sont forcenés, sont contradictoires, puisqu'ils se bercent d'illusions. Il y a une vision, comment je dirais, performative, c'est-à-dire qu'ils confondent le réel de l'Europe avec leur vision totalement hors sol de ce qu'ils ont essayé de construire aujourd'hui. On voit bien que ça... Je ne donne pas, enfin disons, j'ai pas de boule de cristal, mais je ne sais pas jusqu'à quand ça pourra durer. Voilà. Alors, on reconnaît d'ailleurs la tentation œcuménique, chère aux prélats des siècles passés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable frontière géographique ou culturelle, il n'y a que des hommes devant Dieu. Bon, là, c'est des hommes devant les droits de l'homme, en fait. Oui, tout à fait. Et très rapidement, parce que je vois que je parle déjà depuis un petit moment, donc je ne vais pas trop m'apesantir sur les traités européens, etc. Je vais simplement dire, donc voilà, Communauté économique européenne en 1957, donc dans 1957, donc après les traités de Rome, marché donc commun, marché unique, pardon, donc libre circulation des biens et des services. En 1986, Jacques Delors, donc commissaire, qui était une personnalité française, a été un des architectes de l'acte unique européen, qui donc a acté la libre circulation des capitaux et des travailleurs, en plus de cette libre circulation des biens et des services. Donc, si vous voulez, là, on saute encore un cran vers une fédération politique. Vous avez enfin le traité de Maastricht, qui a été voulu par François Mitterrand, puisque les Allemands ne voulaient pas de cette monnaie commune, puisque le mark, les Allemands voulaient garder ce mark puissant, mais justement Mitterrand il pensait, hélas il a été naïf, que l'Allemagne serait d'accord pour mutualiser sa puissance économique avec les autres. Or, le gouverneur de la banque allemande de l'époque était totalement opposé, et justement les Allemands ont fait une forme de lobbyisme pour que le système allemand soit transposé au sein du nouvel système de banque centrale européen. C'est-à-dire que indépendance des banques centrales, austérité budgétaire, tous ces critères-là, qui ont été favorisés après par le pacte de stabilité et de croissance, le traité d'Amsterdam, 3%, donc maximum, qui ont complètement volé en éclat avec la crise Covid, vous l'avez bien vu, 3% de PIB, 60% de dette. Bon. Qui sont des valeurs arbitraires d'ailleurs. Tout à fait, c'était dessiné dans un coin de table. Pour la petite histoire dans la grande, je ne sais pas si tu la connais. Non, vas-y. Enfin non, simplement, voilà, ça a été déguisé, ça a été dessiné. C'était 3 comme ça aurait pu être 5 ou 2. Enfin, il n'y avait aucune rationalité économique derrière, c'est simplement sorti du chapeau comme ça des élites de l'époque. Voilà. Donc, évidemment, je dirais la pierre d'achoppement de cette construction politique intégrée, c'est évidemment le traité établissant une constitution pour l'Europe, ce projet-là de 2005, qui a été souverainement rejeté par les Français. Déjà, le 51% de oui à Maastricht en 92 aurait dû nous faire comprendre que peut-être que là, les Français n'étaient pas prêts, ne le voulaient pas. Et au regard du tapage médiatique en faveur du oui à l'époque, je suis assez étonné déjà qu'il n'y ait que 51%. Alors moi, j'étais pas né, mais rétrospectivement, quand on entend par exemple des types comme vous connaissez sûrement Maurice Allais, qui était prix Nobel d'économie, qui était quand même une ponte de la science économique française, qui n'était pas anti-libéral, qui disait qu'il fallait un marché européen. Pourquoi pas un marché européen, mais si les normes sociales et fiscales étaient harmonisées. Il était vraiment dans cette pensée libérale classique, plutôt protectionniste. Et il comprenait parfaitement le danger d'une dérégulation et d'une mise en concurrence des systèmes sociaux, fiscaux, etc. Et vous voyez bien que Maurice Allais, qui s'est prononcé contre cette intégration-là, il a été totalement ostracisé de la sphère politico-médiatique, il est devenu parfaitement infréquentable. Donc c'est pour vous dire s'il y a eu une forme de consensus libéral autoritaire qui a poussé vers toujours plus d'intégration, jusqu'à la pierre d'achoppement de 2005, donc j'en reviens. Et le réel fiasco ne réside pas dans ce nom, donc ce traité a échoué, mais le fiasco, c'est vraiment le traité de Lisbonne. Vous avez en 2007 ce traité de Lisbonne
qui est une copie conforme, qui reprend 98% des dispositions du traité de 2005. Voilà. Et en fait, c'est-à-dire qui a été ratifié et vraiment par ce bloc libéral maastrichtien, comme dirait Onfray, à l'Assemblée nationale en France. Et en fait, c'est là où on se rend compte que depuis 2007, il existe une rupture fondamentale entre le pays légal, les gens qui sont censés nous représenter, et nous, le pays réel. Nous vivons, c'est une forme de coup d'État démocratique, et j'ai ce souvenir d'un professeur de droit très, très libéral, atlantiste, très institutionnaliste en licence, qui me disait, je dis, mais monsieur, vous ne pensez pas que c'est une trahison? Et je me souviendrai toujours de sa phrase, il me disait, les parlementaires ont été élus, le vote a été démocratique. Si même les universitaires se résignent à dire des choses comme ça, voilà, vous voyez très bien qu'il y a une forme de consensus, il ne faut pas avoir des complots, toutes les élites ne sont pas comme ça, mais ils ont bien compris qu'entre libéralisme et démocratie, ils ont choisi le libéralisme. Voilà. Consensus ou dictature? Les deux. Enfin, une forme de... Ou alors, non, je ne vais pas dire une dictature, puisque si vous voulez, nous, on a quand même, si on était conscient, on pourrait dire, voilà, on pourrait réaffirmer la supériorité du droit national. Je sais pas, c'est toi qui en parlera, mais je pense qu'il répondra à cette question dans sa partie. Voilà. Mais là, maintenant, à partir de maintenant, donc si j'ai un peu de temps à la fin, je reviendrai sur le TSCG, donc le traité sur la stabilité et la gouvernance de 2012, qui est, je dirais, la nouvelle, enfin la constitution de Lisbonne 2.0, qui donc aboutit, voilà, qui va renforcer la discipline budgétaire, et surtout, ce qui est plus grave, c'est que vous savez que les lois de finances appartiennent normalement aux parlements nationaux, et ce TSCG de 2012, traité sur la stabilité et la coordination la gouvernance, provoque, enfin comment dire, met en œuvre une forme de ce que Jürgen Habermas, pourtant lui qui est Jürgen Habermas, philosophe allemand, qui est vraiment un fédéraliste européen, appelle je cherche le terme, excusez-moi, un fédéralisme exécutif, c'est-à-dire que on contourne les parlements nationaux, on ne délègue même pas au Parlement européen, mais à l'échelle supranationale, au niveau des conseils, au niveau du Conseil européen, ces décisions-là sont prises d'une convergence des finances qui est totalement fiscale et budgétaire, pardon, qui est totalement arbitraire et qui n'est même pas voulue par le Parlement européen. Donc si vous voulez, en fait, même les européistes les plus béats sont conscients de la tournure post-démocratique de l'Union européenne. Voilà, je vais pas plus m'appesantir sur ce sujet-là, je vais prendre quelques minutes, on a un peu de temps, sur, voilà. Donc l'Union européenne, un objet maintenant géopolitique non identifié. Donc j'aimerais vous parler de cette expression que j'aurais prise de mon professeur, mon maître, je l'admire beaucoup, peut-être un peu trop, M. Zajek, qui nous parle de strabisme divergence des intérêts stratégiques européens. J'ai trouvé ça magnifique comme expression. Donc, quelle est la place réelle pour les questions de défense en Europe? Alors, l'Union européenne a longtemps hésité entre deux postures, comme je vous l'ai dit, statophile ou statophobe. Soit, donc cet État, enfin comme aujourd'hui, vous voyez, on a un État fédéral, enfin une espèce d'empire où il n'y a pas de socle territorial, où les frontières sont inexistantes. Bon. Et la seule puissance de l'Europe aujourd'hui, enfin c'est ce que dit Zeki Laïdi dans La norme sans la force, il dit très bien, en fait, l'Union européenne a vocation à civiliser les relations internationales, a vocation à destituer les États, mais elle ne veut pas seulement destituer les États en son interne, c'est qu'elle voudrait justement que les États à l'échelle globale, enfin, du moins pour les plus féroces, soient réellement, qui s'entendent selon des termes voilà, post-politiques. Et donc, j'ai retenu cette conceptualisation qui devrait vous intéresser. Donc, le professeur Zajek parle de cette logique de la mondialisation qui consiste en un dessaisissement et un repli de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de parler soit de relations internationales ou de relations transnationales, nous aurions une société internationale qui serait composée de logiques transnationales, donc à la fois à l'échelle globale, à l'échelle macro et à l'échelle locale communautaire, et de relations internationales entre les deux. Donc en fait, c'est-à-dire que ce serait un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que plus ces relations transnationales en haut, donc j'y parle, on peut penser par exemple à l'OMC, au FMI, ou aux firmes transnationales, Google, Apple, Facebook, etc. En haut. Et à l'échelle locale, toutes les ONG qui parlent, vous regardez bien le vocable de société civile. La société civile va destituer le peuple. C'est-à-dire que c'est plus un peuple qui va donner un mandat démocratique à des dirigeants, qui va choisir de la conduite d'affaires publiques. Ce sont des sociétés, des ONG, mais qui sont main dans la main avec ces organismes transnationaux, puisqu'en fait, ils répondent à la même logique de dessaisissement de l'État. Donc en fait, au milieu
au milieu, vous avez l'État qui en fait voit sa liberté d'action réduite comme peau de chagrin, puisque, comme haut comme en bas, il y a une forme de force de compression qui va faire disparaître cette liberté d'action des États. Et donc, cette conceptualisation voilà, qui aide vraiment à comprendre que le logiciel post-national européen nous explique bien que l'Union européenne s'est emparée d'une logique post-politique qui est arraisonnée par cette gestion voilà, totalement transnationale. Et l'ennemi de l'Union européenne, c'est l'État souverain dans ses prérogatives régaliennes. Bon, je reviendrai sur ces considérations après. Maintenant, je vais revenir directement aux questions de défense. Donc, depuis toujours, l'Union européenne, quand elle abordait les questions de défense, s'est organisée autour d'un pilier franco-allemand. Donc, qui n'existe que pour nous, parce que alors, faut savoir que les Allemands parlent de temps en temps de partenariat franco-allemand. Le couple franco-allemand n'existe pas. Coralie Delhomme, hélas défunte, qui était une grande dame que j'apprécie beaucoup, avait fait un super ouvrage qui s'appelait « Le couple franco-allemand n'existe pas ». Et hélas, aujourd'hui, la postérité lui donne raison. Il faut vraiment les Français pour pouvoir imaginer oui, tout à fait. qu'il y avoir une relation, disons, amoureuse avec la République fédérale allemande. Voilà, tout à fait. Et ironie du sort, pour l'anecdote, je suis germaniste et j'ai un ami allemand que j'aime beaucoup. Je discutais des questions, vous savez, de l'actualité. Et il me disait très bien, mais non, Max, l'OTAN, c'est ce qui nous protège. Je vais y revenir. Et donc ça montre cette germanophilie. En fait, les Allemands sont plus américains qu'européens. Ils se pensent totalement, que ce soit au niveau des valeurs, au niveau de leur défense, au niveau de... L'Allemagne a cette germanophilie chevillée au corps. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, cette volonté de créer une Europe de la défense ne date pas d'hier. Vous vous souvenez peut-être de la Communauté européenne de défense de 1954, qui était un projet d'armée européenne supranationale, inféodé à l'OTAN. Mais c'était très clair dans ses statuts, je ne le dis pas là de manière polémique. Donc De Gaulle il avait vu, et bien évidemment, le spectre d'une domination américaine. Et donc il y a eu un refus souverain des gaullistes et des communistes. Hein, la fameuse alliance rouge-brune que les libéraux aiment bien dénoncer. Hein. Vous savez, dès qu'on critique l'ordre supranational européen, si vous êtes un rouge-brun. Bon, et donc à l'époque, c'était, je pense notamment à Mister Money of Cognac, comme l'appelaient Jean Monnet, comme l'appelaient les Américains à l'époque, lui avait milité, donc après cet échec de la CED, de la Communauté européenne de défense, il avait milité pour une Europe, qui se fasse, c'est-à-dire que l'intégration européenne ne se fasse plus par la politique, mais par une dimension infrapolitique, c'est-à-dire par le marché. Donc on a eu la communauté européenne, etc., la communauté économique européenne, comme je vous disais tout à l'heure. Mais certains, ce qui est assez fou, par exemple comme je pense un écrivain, un expert auprès des organisations internationales comme Jean-François Bouchard, il disait très bien qu'en fait, je le cite, les quelques millions de la CIA sont insignifiants, sans les millions des États-Unis, l'Europe serait tombée en faillite et donc on serait tous aujourd'hui communistes. C'est un peu la thèse aujourd'hui de ceux qui défendent aujourd'hui encore la présence de l'OTAN, cette forme de reconnaissance éternelle pour le grand frère américain sans qui nous ne serons rien. Bon, au-delà de ça, les traités de Rome, l'ACK, les traités de Rome sont en fait le noyau, la naissance d'une communautarisation de politique qui était autrefois nationale, donc communautarisation, c'est-à-dire le transfert à l'échelon supranational qui nous appartenait à nous. Et en fait, il y avait une logique supranationale et vraiment fédérale en fait là-dedans. C'est-à-dire que cette idée que plutôt que l'intergouvernementalité, c'est-à-dire une Europe des nations comme la voulait De Gaulle, les États, notamment le Benelux, donc Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne et autres, étaient très favorables à cette Europe supranationale. Et c'est justement ce qui a fait qu'on n'est jamais arrivé à bâtir une Europe de la défense. Donc c'est justement ce volontarisme français qui refuse de reléguer le politique derrière une gestion dépolitisée des affaires publiques qui a suscité toutes ces craintes et donc la ligne de fracture est née des questions, autour des questions de défense. C'est pour ça qu'en fait elles sont sous-estimées. Aujourd'hui on parle de l'Europe en fonction des valeurs, etc. Mais il faut bien restituer l'importance des questions stratégiques dans la construction européenne.
Je pense notamment donc, à la suite donc, de l'échec de la CED, de la Communauté économique européenne. On a eu dans les années 60 un idylle entre De Gaulle et Adenauer. Adenauer, on était assez chanceux à l'époque, quelqu'un de francophile qui était voilà, marqué par cette forme de volonté de rédemption. Hein. Contrairement aux Français, c'est ce que disait Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier, il disait la France cherchait la réincarnation dans l'Europe, alors que l'Allemagne cherchait la rédemption. Et en fait, c'est cette incompréhension de base qui a fait qu'on n'a jamais réussi à s'entendre sur une Europe de la défense. Bon, alors l'Europe de la défense, politique, au sens où, à l'époque où la France avait une diplomatie, où la France était encore dominante en Europe. C'était évidemment sous l'ère de Général de Gaulle. Je pense au plan Fouché des années 1961-1962, qui étaient les prémices d'une Europe politique, certes, mais intergouvernementale, comme je vous disais, dotée d'un volet de politique extérieure. Mais, vous savez, quand on a des amis comme l'Allemagne, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis. Vous allez le comprendre, le comportement allemand a fait échouer les plans Fouché. Le gouvernement de Bonn, donc à l'époque, hein, vous savez, à l'époque de l'INFA, c'était à Bonn, avant que l'Allemagne soit réunifiée. Il y a toujours plusieurs ministères d'ailleurs. Ah oui. Ils ont toujours pas tout. Ah ouais, c'est ça. Ça ne m'étonne pas. Et donc en fait, le gouvernement de Bonn a mentionné l'Alliance Atlantique dans les plans Fouché pour l'Europe politique. Donc De Gaulle, il s'est dit hop, voilà, le cheval de Troie américain dans l'Europe, dans une Europe indépendante, on n'en veut pas. Donc échec du plan. Ensuite, je pense notamment au traité de l'Élysée de 1963, qui est une forme de, en fait, qui est un pis-aller hein, du plan Fouché, c'est-à-dire que au moment donc, de la ratification du traité, la France et l'Allemagne s'étaient entendus sur ce traité, sur le plan Fouché, mais il se trouve qu'au moment de la ratification, le Parlement allemand, le Bundestag a voté un préambule, et a ajouté un préambule qui disait très bien que oui, cette alliance européenne de défense allait s'insérer dans l'OTAN. Donc l'Allemagne ne veut pas de cette alliance. Et ça dure encore aujourd'hui. Vous voyez que dans l'article 42-7 du traité sur l'Union européenne, l'OTAN, alors je cite, « L'OTAN reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre. » Donc, si vous voulez, sous l'ère de Gaulle, De Gaulle pensait l'Europe non pas en termes de fédération post-politique, désincarnée, etc. Au contraire, il voulait une Europe intergouvernementale. Et en fait, cette Europe aurait été, comment dire, une forme de débouché stratégique pour la puissance française. C'est-à-dire qu'élargir à l'échelle de l'Europe continentale la puissance française. Or, l'Allemagne, il l'avait très bien compris, l'Allemagne, en fait, n'a jamais voulu mettre sa puissance économique retrouvée depuis les années, depuis les Trente Glorieuses, au service en fait, d'une Europe géopolitique qui serait française. L'Allemagne refuse une vision continentale, en fait, alors que les Français y auraient intérêt. C'est là où je vais être clément, notamment avec le président Emmanuel Macron, qui, je pense, sur ce sujet-là, fait preuve de bonne volonté, mais qui est extrêmement naïf. C'est-à-dire que, je vois, on parlait du traité, c'est pour ça que j'ai fait une intervention tout à l'heure au sujet d'Aix-la-Chapelle, le traité de 2019 d'Aix-la-Chapelle. Donc encore une fois, c'est un traité qui vise au rapprochement stratégique entre la France et l'Allemagne pour une Europe de la défense. Mais on se rend compte qu'en fait, l'Allemagne sous Merkel, c'est une Allemagne qui défend ses internationaux. C'est-à-dire que l'Allemagne nous a très bien dit, était d'accord, donc Macron a promis presque le partage, je pense, du siège français au Conseil de sécurité des Nations Unies, voire peut-être un partage même de la force de frappe nucléaire, enfin vraiment une forme de dilution française dans une alliance européenne. Or, la seule concession allemande fut une participation budgétaire allemande accrue. Or, ce qui n'est pas dit, c'est qu'un mois avant ce traité d'Aix-la-Chapelle, dans les arcanes donc des sommets européens, en fait, l'Allemagne avait clairement refusé d'augmenter son budget. Donc en fait, ça voulait simplement dire convergence budgétaire, c'est-à-dire plus d'austérité budgétaire pour la France encore. Donc en fait, concession allemande qui servait les intérêts des Allemands. Donc voilà, donc en fait, l'Allemagne n'en veut pas. Même si, encore une fois, Macron, en 2017, lors de son discours de la Sorbonne, a proposé cette initiative européenne d'intervention, c'est-à-dire une Europe à la carte qui travaille pour des armements communs, pour le SCAF, vous avez forcément entendu parler du système de combat aérien du futur. Bon, si la présidence Trump était une opportunité pour l'Europe réelle de faire une défense continentale, puisque Trump était pragmatique, il disait maintenant vous allez payer. L'Amérique paye 80% des budgets de l'OTAN. Or, l'Allemagne, c'est un petit peu, quand on voit notamment le poids de son économie, la prépondérance de son économie en Europe,
on comprend bien que l'Allemagne est vraiment le passager clandestin qui préfère investir ou garder de l'argent pour le social ou pour baisser l'imposition de ses entreprises qui font des produits à très haute valeur ajoutée qu'ils peuvent exporter dans le monde. Et donc ils gardaient bien de payer leur défense puisque c'était des crédits qu'ils pouvaient louer ailleurs. Bon, divergence stratégique, Trump menaçait de se retirer de l'Europe, enfin du moins de baisser, de laisser les Européens en dehors de l'OTAN, enfin d'en finir peut-être avec l'OTAN. Ce qui fait qu'on est arrivé en fait à une période où l'Allemagne a pris peur et était peut-être disposée à une forme d'autonomie stratégique. Ceci a été renforcé par, vous savez, la déclaration d'Emmanuel Macron en 2019. L'OTAN est en état de mort cérébrale, donc tout pouvait mener, tout pouvait conduire à penser que enfin nous arrivons à cette Europe puissance, comme Macron aime tant le dire, cette Europe puissance, mais qui serve les intérêts français. Or, vous n'êtes pas étranger peut-être au fait que depuis 2021, l'Allemagne, enfin depuis quelques mois, l'Allemagne a changé de gouvernement. Il y a une alliance assez contre nature entre des socialistes, des écologistes et des libéraux s'est formée. Il faut savoir qu'en Allemagne, si la droite est très atlantiste, il y a une forme d'antimilitarisme pavlovien chez la gauche allemande qui se refuse à participer ou à fonder une armée, qu'elle soit allemande ou européenne d'ailleurs, hein, sauf par contre quand il s'agit de rester dans une forme de subordination stratégique confortable dans l'OTAN. Bon, faut savoir que Macron n'en est pas à sa dernière désillusion. Fin mars 2020, Madame Kramp-Karrenbauer, qui était l'ancienne ministre de la Défense allemande, avait parfaitement souligné qu'il fallait mettre fin à cette illusion de défense européenne. Il n'y aurait pas d'autonomie stratégique européenne autonome, indépendante de l'Amérique, ça se ferait dans le cadre de l'OTAN. Dernièrement, si les Verts allemands se sont dit prêts à collaborer avec la France, c'est uniquement dans le cadre, pour des questions stratégiques, donc c'est Madame Baerbock, il me semble, son nom, c'est la ministre de la Défense qui fait partie des Verts, donc Die Grüne. Elle a dit c'est seulement dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, la PSDC. Donc en fait, c'est-à-dire que pour mener des actions civilo-militaires, c'est un peu cette idée d'une Europe bonne sœur, une Europe qui est là pour vraiment influencer, intervenir, ou faut du moins apporter un soutien humanitaire, mais par contre les questions stratégiques restent outre-Atlantique. Vient désormais la guerre en Ukraine, hélas. Ce que j'appelle un mouvement violent de réoccidentalisation du monde. Réoccidentalisation de l'Europe dans une nouvelle logique de guerre froide. Donc en fait, les Verts allemands, je vais assez rapidement, les Verts allemands, vous savez, c'est assez intéressant d'analyser les Verts allemands, puisque c'est un cocktail, d'antimilitarisme, de messianisme, de la diplomatie des valeurs, hein, vous voyez bien là, le néoconservatisme, c'est du Bush dans le texte, c'est du Bush dans le texte, vraiment. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi une réelle ligne de fracture au sein des Verts. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Joschka Fischer en 1999, qui avait soutenu l'intervention allemande au Kosovo, dans le cadre de l'OTAN, intervention en plus qui ne s'est même pas fait, qui n'avait pas de mandat des Nations Unies. Donc en fait, les Verts allemands antimilitaristes sont allés soutenir une alliance offensive qui est l'OTAN au Kosovo, ont violé le droit international. Donc ils ont projeté leurs forces pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en OPEX, depuis 1989, et donc ça a été terrible puisque ça a divisé les... Donc la première fois c'était en 97. En 97 En 97, en janvier, j'en faisais partie. Pardon, oui, merci de rectifier. Alors c'était en 97, c'était en Bosnie-Herzégovine. D'accord. Ouais. Voilà, suite au vote du Bundestag en décembre 1996. Merci beaucoup, je corrige tout de suite. C'est le deuxième fois. Le Kosovo, c'est la deuxième fois. Mais c'est la première fois où ils étaient indépendants sur le plan militaire. C'est-à-dire qu'en 1997, ils sont partis avec les Français. Le chef d'état-major était français. Le général était français. Donc on les a épaulés de façon à les aider à faire leur premier déploiement à l'étranger depuis 1945. Et effectivement, par la suite, au Kosovo, ils ont fait leur déploiement tout seuls sur le plan militaire. Très bien. Je vous remercie pour cette précision qui est fondamentale. Je prends 5 minutes pour terminer. Et puis voilà. Donc, dernièrement, la guerre en Ukraine précipitait, comme je vous disais, une réoccidentalisation de l'Europe, hélas, au plus grand désarroi de notre indépendance. Donc, vous avez peut-être suivi ces derniers jours que l'Allemagne entendait que Mme Baerbock a annoncé le remplacement des bombardiers allemands Tornado, parce que l'Allemagne ne dispose pas
l'arme nucléaire, mais l'Allemagne a des bases américaines sur son territoire, et en plus de cela, stocke des ogives américaines, bien sûr dans le cadre de l'OTAN. Or, ces Tornado, qui arrivent ou qui sont aujourd'hui très vieux, vont être remplacés par des F-35. Donc des F-35A, voilà, dans le cas donc, du partage nucléaire, de l'OTAN, de la dissuasion nucléaire élargie américaine, qui s'étend à l'Europe de l'Ouest. Bon, là vous comprenez bien que le projet du SCAF tombe à l'eau. Pourquoi faire un système commun aérien du futur si les Allemands achètent des avions américains? C'est pour ça qu'en fait la vassalisation stratégique à l'OTAN n'est pas seulement idéologique, politique, elle est aussi au niveau des standards et des normes. Vous êtes aussi contraint entre guillemets d'acheter américain. Regardez les armes des Polonais, les Belges également ont acheté des avions américains. Bon. C'est aussi parce que c'est la seule chose disponible. C'est vrai, mais si c'est aussi pourquoi c'est la seule chose disponible, parce que ça fait aussi 30 ans qu'il n'y a pas de réflexion stratégique européenne qui fait qu'on aurait pu stimuler une industrie européenne. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, voilà, c'est un peu comme pour le Covid, on se réveille en moment de crise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait la guerre avec les moyens qui ont été prévus il y a 20-30 ans derrière, on fera la guerre de demain avec les moyens, la guerre de 2040, on la fera avec les moyens qui sont mis sur la table aujourd'hui. Donc effectivement, il faut cette réflexion stratégique. Elle n'existe même pas, et les Allemands s'y refusent. Enfin, pour parler pas seulement de l'Allemagne et de la France, vraiment le strabisme divergent stratégique à l'échelle européenne. Donc en fait, n'en déplaise aux partisans de la fin des territoires, hein, comme dirait Bertrand Badi, toutes les grandes pontes de la géopolitique française qui pensaient qu'en fait on arrivait depuis les années 90 dans un monde, voilà, bon, de la fin de l'histoire, bon bref, ça c'est Fukuyama, j'imagine que vous connaissez un peu cette thèse. Et en fait, la guerre en Ukraine, le retour du tragique en Europe, on a déjà eu en Azerbaïdjan l'année dernière, bon, en fait on se rend compte qu'on est un peu à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que voilà, le retour du tragique en Europe nous pousse, et quand on voit les comportements des acteurs, à considérer en fait des conditionnements, enfin, je dirais, liés à la géostructure de l'Europe. C'est-à-dire que vous soyez polonais, italien, espagnol, français, comme c'est ce que disait Napoléon, on disait la politique des États est dans leur géographie, c'est-à-dire que la géographie, on s'est rendu compte que le territoire avait une certaine importance, revêtait une certaine importance dans la prise de position stratégique, en fait. Je pense vous avez une sorte de Mitteleuropa qui pense, Pologne et autres, Allemagne, qui pense en fait en matière géoéconomique, qui préfèrent donc cette suggestion stratégique, et vous en avez d'autres, comme la France, qui a un intérêt, je dirais la France qui est une puissance mondiale, ou du moins, enfin, qui l'a été, et qui a cette envie de ne pas s'enfermer dans un consensus, qui soit celui de Washington, ou le consensus de Pékin ou autre. La France qui rêve voilà, d'exporter à l'échelle européenne, comme je vous le disais, sa puissance, est complètement en fait, pris en étau dans cette impensée stratégique, en fait, dans cette impensée stratégique européenne. Je pense notamment à Hubert Védrine ou à Kissinger, encore Zbigniew Brzezinski, qui avait déjà à l'époque, pour faire un point de l'actualité, averti de l'absurdité de mettre l'Ukraine dans l'OTAN, puisque en fait, il plaidait pour une neutralité à la finlandaise, et avec des doubles garanties de sécurité, c'est-à-dire que, par exemple, la Russie reconnaisse les frontières, l'intangibilité des frontières ukrainiennes, et qu'en parallèle, on fasse une sorte de zone tampon de l'Ukraine, une zone démilitarisée qui aurait peut-être aujourd'hui qui n'aurait pas conduit à cette guerre, vous voyez. Donc, et même, je pense, enfin, pour terminer, à George Kennan, qui était le théoricien du containment, qui en 1997, dans un article publié, il me semble, je ne sais plus dans quelle revue, il disait qu'il y avait un réel risque de l'extension à l'Est, et en fait, cette extension à l'Est de l'OTAN provoquerait une forme de néo-nationalisme revanchard en Russie. Donc vous voyez, c'est un des théoriciens du containment qui dit ça, c'est américain. C'est pas des sombres complotistes poutinolâtres, tout ce qu'on veut, qui peuvent penser ce genre de choses. Vous voyez, voilà. Donc il faut bien comprendre que l'Allemagne refuse catégoriquement que l'Europe de la défense soit mise sur la table, puisqu'elle ne veut pas d'une domination française stratégique qui se serve de son outil économique pour asseoir une Europe indépendante dans un monde qui est désormais redevenu, qui n'est plus post-historique, qui est ce retour de l'histoire, qui est l'histoire qui revient au galop, et qui risquerait de précipiter la déchéance de l'Europe, la disparition du moins stratégique, le déclassement, la clochardisation, comme on dit en relations internationales, d'une Europe si elle ne prend pas à bras-le-corps ces problématiques. Voilà.
Je vais peut-être laisser le... Avec plaisir, merci Max. Alors on va changer d'univers en grande partie. On va juste garder le même objet d'étude. On va parler de l'aspect juridique de l'Union européenne à travers l'étude de son ordre juridique. Alors la question de l'ordre juridique est tout sauf simple, hein. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de très fixé et que finalement il n'y a pas de question à se poser, mais enfin en France, ça n'a jamais été simple à ce sujet. Ça n'a jamais été simple à ce sujet, puisque, et ça a aujourd'hui des échos avec l'Union européenne, puisque en France, très longtemps, à partir de la Révolution, la loi a été considérée comme la reine des normes et tout ce que disait la loi était vérité et rien ne pouvait outrepasser la loi donc du Parlement. Alors ça prend source dans la méfiance à l'égard du pouvoir exécutif qui est en fait le pouvoir royal, mais aussi la méfiance à l'égard du pouvoir des juges. De son côté, l'ordre juridique européen s'est construit après la Seconde Guerre mondiale qui a définitivement instauré la domination de ce qu'on appelle le constitutionnalisme, c'est-à-dire que l'ordre juridique est défini par une constitution et toutes les normes en dessous, la loi, l'arrêté préfectoral qui vous dit que vous n'avez pas le droit de faire de bruit après 22 heures, tout ça découle d'une succession de conformités à la Constitution. Donc c'est un ordre pyramidal. Hein. C'est un ordre pyramidal qui, en France, même encore après la Seconde Guerre mondiale, était compliqué à envisager. Même avec la Constitution de la Ve République, l'idée que nous puissions contrôler la loi en France, la loi faite par le parlementaire, a toujours été complexe. Et encore plus avec maintenant l'élaboration de procédés référendaires dans la Ve République, puisque vous savez qu'en France, le référendum n'a pas bonne presse, historiquement. La France est très hostile au référendum, puisque le référendum est vu en France à la fois comme un danger pour le pouvoir du Parlement, c'est-à-dire pour la loi, et la marque du régime autoritaire. C'est la marque sombre de Napoléon Bonaparte et de son neveu. Pour eux, c'est des plébiscites. Oui, c'est ça, c'est des plébiscites. En fait, c'est... Je parlais tout à l'heure donc de peur de la masse, hein, dans les années 30 et dans les fins des années 20, début des années 30 en Allemagne, il passait à peu près la même chose. On considère que en faisant un appel direct au peuple, on met les institutions en péril face à la manipulation du peuple. Voilà. Alors, l'ordre juridique européen, il a bien dû naître dans un contexte où il y avait déjà des ordres juridiques préexistants. D'abord 6, puis ensuite 12, puis maintenant 26. Enfin 27 puis 26. C'est la première fois que le nombre baisse. C'est pas 28 à 27 28 à 27, pardon. Oui, c'est ça, c'est 28 à 27, pardon. Non, mais tu as raison. Et donc il a fallu faire avec, à la fois parce que ce sont inévitablement ces sources d'inspiration. Le droit européen ne tombe pas du ciel. Madame von der Leyen, von der Leyen n'a pas d'inspiration la nuit sur le droit européen, hein, ça vient de quelque part. Mais aussi parce que les ordres juridiques nationaux n'ont pas disparu, ce qui fait que les ordres juridiques nationaux et l'ordre juridique européen sont concaténés. Ils forment un polymère et on ne peut plus les distinguer l'un de l'autre. Et c'est ça la grande efficacité du droit européen. Ça n'est pas un droit étranger parce qu'il s'impose comme étant une nouvelle forme du droit national. Une nouvelle forme du droit national parce que les vecteurs de ce droit et les acteurs de ce droit, les gens qui l'élaborent, les gens qui l'exécutent, ce sont avant tout des agents publics nationaux et aussi les citoyens des États membres.
Alors, je vais vous faire d'abord une petite présentation de l'ordre juridique français et de l'ordre juridique européen, et vous allez comprendre comment les deux s'imbriquent et à quel point ça peut devenir chaotique. L'ordre juridique français, je vous l'ai dit, progressivement depuis la Troisième République, s'est organisé avec l'idée qu'au sommet se trouve une constitution, même si pendant très longtemps, la suprématie de cette constitution était purement théorique, puisque jamais personne ne contrôlait la conformité de la loi à la constitution. La Ve République a instauré un contrôle de constitutionnalité, dont on a parlé récemment, puisque le Conseil constitutionnel a fait les gros titres avec justement la loi sur le pass sanitaire. Il y a eu plusieurs fois des saisines du Conseil constitutionnel, donc c'est vrai que c'est arrivé sur le devant de la scène. Mais pendant longtemps, le Conseil constitutionnel était une bande de 9 lépreux dans un très beau palais, mais personne n'en parlait jamais. Pour les plus anciens d'entre vous, on n'en parlait pas il y a encore ne serait-ce que même 20 ans. Donc cette idée de constitutionnalisme s'est imposée en France, comme elle s'est imposée partout d'ailleurs en Europe, et l'ordre juridique européen s'est calqué là-dessus. Donc en France, on a la Constitution, on a les traités qui sont ratifiés par la France, la loi, et puis ensuite toute une série de normes réglementaires, des ministres, des préfectures, etc. Les arrêtés, vous en voyez plein, hein, le ne pas fumer par exemple, c'est un arrêté, et donc c'est une norme réglementaire. De son côté, le droit européen a calqué donc, son ordre juridique sur ce modèle, avec une quasi-constitution, les traités, qui sont en réalité des constitutions, mais qui vont même beaucoup plus dans le détail, et ça c'est affirmé très tôt, j'y reviendrai, à partir desquelles d'autres types de normes vont être dérivées. Et ces normes, qu'on appelle directives quand elles sont transposées en droit national, ou règlements quand elles n'ont pas besoin de transposition, et il y en a d'autres, mais peu importe, sont dérivées de ces traités, mais pour autant, pour l'Union européenne, les actes dérivés, directives, règlements et les traités, sont au-dessus des droits nationaux. Alors que dans les droits nationaux, la Constitution reste au sommet et les traités viennent en dessous. Donc vous comprenez qu'il y a un chevauchement et que le risque de conflit de normes est élevé. Alors, comment ça se passe ? Imaginons que vous ayez pour ambition de confronter une décision qui est prise à votre encontre à l'égard d'un traité européen, d'un des deux traités européens, ou d'une directive, peu importe. Vous allez devant le juge et vous allez donc lui dire, voilà, la décision qui m'a été imposée, elle n'est pas conforme. Je vous parlais de contrôle de conformité et de validité, hein, c'est ça. Elle n'est pas conforme, elle ne respecte pas la norme supérieure, c'est-à-dire en l'occurrence un des traités européens. Eh bien, le juge, actuellement, s'est reconnu d'ailleurs compétent par sa propre jurisprudence pour écarter, par exemple, la loi qui vous a été imposée au profit du traité. Il l'écarte dans votre litige, il ne va pas l'annuler, mais il va l'écarter, il ne va pas l'appliquer, il va faire application du traité à la place. Maintenant, si on complexifie la situation et qu'on imagine que le juge vous donne raison, mais que de son côté, l'État considère que, par contre, le traité, bon, ça n'arrivera pas, mais le traité n'est pas conforme à notre Constitution. Alors là, il y a un véritable enjeu. Il y a un véritable enjeu juridique parce que vous comprenez bien que pour la République française, la Constitution est au sommet de son ordre, ça a été rappelé plusieurs fois d'ailleurs, mais pour les institutions européennes, la Constitution est en dessous de tout le droit européen qui vient au-dessus. Alors comment on fait d'habitude ? Bon, pour le traité de Maastricht, le Conseil constitutionnel avait préalablement indiqué aux parlementaires français que le traité était inconstitutionnel. Et ce qui s'est produit, c'est que on a fait d'une certaine manière application de la théorie de l'aiguilleur. On dit que le juge est un aiguilleur et indique ce qu'il faut faire quand on ne peut pas faire autre chose. La Constitution a été modifiée et on a ajouté un titre 15 avec 88-1, etc. De l'Union européenne.
pour rendre conforme notre Constitution aux traités européens. Et vous comprenez bien que dans notre ordre juridique, on a fait l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire. Pour nous, en toute logique, on aurait dû refuser les traités, ce qui était évidemment politiquement impensable, puisque les autres États, eux, s'étaient mis d'accord avec nous sur ces traités. Donc on a modifié notre Constitution. Et puis, ce qui se produit aussi, notamment vis-à-vis des droits fondamentaux, droits de propriété, etc., c'est qu'on va chercher, en gros, plutôt qu'une conformité, une compatibilité, on va dire. Bon, les droits sont les mêmes, en fait. Donc, finalement, la Constitution et les traités offrent le même niveau de protection de ces droits. Donc, il n'y a pas de souci de normes. Bon, ça pose néanmoins de gros problèmes parce que, bon, entre les inspirations qui sont différentes et les traductions, même si le sens peut paraître proche, il n'est pas identique. Et ça donne parfois lieu à des confusions sémantiques qui ont une importance considérable, par exemple, entre le principe d'égalité qui prévaut en droit français et le principe de non-discrimination dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme ou dans le droit de l'Union européenne. Parce que vous comprenez que notre conception de l'égalité n'a rien à voir avec la conception de non-discrimination qu'ont les institutions européennes. Pour nous, l'égalité, et ça, c'est comme ça dans notre droit depuis plus de 100 ans, l'égalité, c'est le traitement identique à situation identique. Mais à situation différente, le traitement peut être différent. Dans le droit de l'Union européenne, l'idée de non-discrimination est au contraire performative et vise à corriger des inégalités initiales par des mesures juridiques qui vont rééquilibrer la balance. On est plus proche de l'équité que de l'égalité, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est justement à cet égard qu'en c'est à travers le principe de l'indifférenciation qu'on comprend parfaitement le projet européen de destitution des États et de la disparition des États. Parce que qu'est-ce que la nation, si ce n'est la discrimination par essence? Or, en faisant la promotion de cette indiscrimination, la nation n'a plus raison d'être, puisque c'est justement le corollaire de cette harmonisation, plutôt je dirais même uniformisation continentale, et à vocation peut-être globale. Donc voilà, il y a un réel enjeu, et ça se marie parfaitement avec des considérations économiques, puisque l'idée d'un marché libre, d'une concurrence libre et non faussée, si on reprend les termes des économistes les plus libéraux, et bien en fait ça se marie parfaitement à ce que tu viens de dire. Oui. Alors, c'est l'indifférenciation plutôt que l'égalité. Évidemment, parce que la non-discrimination va prendre cette idée d'indifférence, comme tu dis. Les non-discriminés entre eux ne sont rien d'autre que des consommateurs. Ils n'ont rien d'autre qui les relie. Parce que une des essences du politique, mais au-delà de la nation, en fait, dans le monde entier, c'est la première des différences, et ce n'est pas une différence maléfique par essence, c'est qu'il y a un nous et un autre. Il y a nous et puis il y a les autres qui ont eux aussi le droit d'exister, mais nous, on est un groupe à part. Et l'idée de non-discrimination, qui est presque une nécessité au sein de l'Union européenne, puisqu'en fait, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, il faut s'accommoder des différences nationales, et il faut trouver un droit qui puisse s'appliquer uniformément, j'y reviendrai, dans tous les États membres, alors même que leurs traditions juridiques, même si elles peuvent se rapprocher sur des points, même si elles peuvent être même très proches, ne sont pas identiques. Il faut imaginer que, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, mais il y a des pays dits de common law et des pays de droit civil qui n'ont pas du tout la même approche du droit, mais depuis des siècles. C'est-à-dire que l'Union européenne, et c'est vraiment très important de le noter parce que c'est ça qui fait son impolitisme, l'Union européenne s'est construite dans un cadre où elle était précédée par 2000 ans d'histoire, et elle a dû faire avec. C'est pas une fondation sur la Lune. Donc elle a dû construire avec. Et c'est ce qui explique son impolitisme. C'est ce qui explique par exemple que l'Union européenne n'a pu être autre chose qu'un grand espace de concurrence entre les États eux-mêmes. Si l'Allemagne s'en sort, c'est pour ça. C'est parce que l'Allemagne a compris que l'Union européenne lui offrait des outils pour concurrencer au sein de cette zone les autres États membres.
et pour attraire à soi une part croissante de la richesse et aussi de l'influence dans les institutions. Vous avez compris qu'une grande partie du droit de l'Union européenne est en fait d'inspiration allemande. J'ai parlé de l'ordre du libéralisme tout à l'heure, mais sur le plan des droits fondamentaux, nous avons aussi perdu la partie. La conception française des libertés publiques a totalement cédé le pas face à la conception allemande des droits fondamentaux, qui est née après la Seconde Guerre mondiale, encore une fois post-traumatique du nazisme. Il y en a d'autres, des cas. Est-ce que je peux intervenir pour dire un point en particulier? En plus, si vous voyez dans les 50 ans qui viennent de se passer, effectivement, je suis d'accord avec vous, avec votre propos. L'Allemagne, sur le plan économique, est devenue un centre, une autorité économique qui a dominé l'Europe, mais simultanément, si vous regardez une autre courbe qui est la puissance militaire, cette puissance militaire s'est écroulée. Aujourd'hui, elle est incapable de se déployer. Il faut en être conscient, même si on a aidé nous Français en 97, ensuite un peu au Kosovo. Aujourd'hui, l'armée allemande, sur l'ancien militaire français, me fait rigoler. Mais aujourd'hui, elle ne pourrait même pas essayer d'affronter l'armée russe. oui, C'est même pas envisageable. bien sûr, pas tout de suite, mais si vous voulez, là vous avez vu cette dynamique de réarmement, cet objectif des 2% intégrés dans l'OTAN, c'est-à-dire que nous, on devrait avoir peur. Une armée allemande qui se réarme n'est pas au profit d'une armée européenne, mais d'une armée qui est intégrée dans le cadre de l'OTAN. Quand vous voyez le PIB allemand à côté du PIB français, si on investit 2%, dans 20 ans, ce sera peut-être autre chose. Désolé pour ce débat, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec la GIS, avec Roland. Former une armée, ça ne se fait pas en 2 ans, ça ne se fait pas en 10 ans, ça ne se fait pas en 20 ans. Il n'y a plus de professeurs pour former au sein de la Bundeswehr les officiers allemands. Plus de doctrine, vous voulez dire? Il n'y a plus de doctrine, il n'y a plus de savoir-faire. C'est l'américain, ça va faire. Même si vous prenez des officiers américains, il y aura une difficulté qui est une difficulté à la compréhension du langage, si vous voulez. Donc, l'armée allemande, même si elle met, je ne sais pas combien de milliards, je crois que c'est 100 milliards, sur plusieurs années, ça ne donnera rien d'ici 20 ans. Je vais vous donner un exemple, qui est l'exemple de la Royal Navy. En 2010, le gouvernement britannique a pris la décision de supprimer le groupe aérien qui était sur un Royal. Donc, supprimer. Donc, tous les pilotes ont été virés du jour au lendemain, le 10 novembre 2010. Moi, j'ai accueilli un pilote de la Royal Navy pendant X années pour essayer de le former au sein du porte-avions sur la Navy. On en a rigolé. Nous, Français et Américains, on en a rigolé. Parce que c'était en 2010 et on sait qu'aujourd'hui, en 2022, il y a peut-être 2 porte-avions britanniques sur l'eau et ils sont incapables de se déployer et de faire la guerre avec ces 2 porte-avions. Parce qu'il n'y a pas de pilote. Les Britanniques aussi sont totalement afféodés aujourd'hui. Il faudra peut-être que le Royaume-Uni soit incapable de déployer ces 2 porte-avions en 2030. Peut-être. Et tout ça, ça reste dans le cadre d'une coalition otanienne. Et une vassalisation, vous savez que les commandes nucléaires britanniques sont jointes, il y a une sorte de diarchie britannique où aujourd'hui les Britanniques ne sont stratégiquement plus indépendants. Je suis d'accord. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est l'apprentissage, même au-delà du stratégique. De toute façon, il y a très peu de pays à travers l'Occident qui ont un niveau stratégique. Mais au niveau du tactique, c'est-à-dire envoyer des avions à partir d'un porte-avions. Oui, bien sûr. Peut-être que le Royaume-Uni sera capable de le faire en 2030. On a estimé que peut-être ce serait faisable en 2030, non, ce n'est pas faisable. Parce que c'est très dur d'apprendre à des gens à la combattre. Voilà. Merci pour cette intervention. Peut-être qu'en 2050, ça sera capable de battre et d'envisager d'affronter l'armée russe. C'est bien pour ça que cette augmentation de budget se fait dans le cadre d'une confortable tutelle stratégique. Parce que justement le commandement ne sera pas seulement les Allemands sur une forme de courroie de transmission et de soldats peut-être en première ligne. L'armée allemande n'a pas le droit de circuler sur les routes allemandes depuis 1997. Je ne sais pas si vous imaginez. Depuis 1997, l'armée allemande, la Bundeswehr, est incapable de manœuvrer sur son propre pays parce que les Verts ont obtenu l'interdiction de circulation des blindés allemands sur leur propre pays. Ce sont des héros. C'est l'antimilitarisme de la gauche allemande. Voilà. C'était bien idéologique. La société allemande. La droite allemande est atlantiste, un petit peu plus, elle n'est pas... Bon, ils sont antimilitaristes comme les Japonais d'ailleurs. Bon, désolé. Non, on a fait un crochet, mais c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ça me permet je vais rebondir dessus parce que la question, justement, c'est un politisme. C'est un politisme qui découle de l'organisation, disons, du réseau en fait, parce que c'est plus l'ordre juridique européen s'organise plus en réseau qu'en pyramide, donc de manière réticulaire.
l'impolitisme de cet ordre juridique se voit dans, on en parle depuis plusieurs années maintenant, l'idée qu'il y aurait vocation à une dissuasion nucléaire européenne. Et donc que le potentiel agonistique de l'arsenal nucléaire français pourrait être, pas forcément partagé, mais que la décision de l'utiliser pourrait être partagée au sein de l'Union européenne. Alors cette vision, elle n'est pas chimérique sur le plan politique, elle est chimérique structurellement. Bon, elle est chimérique sur le plan politique, certes, mais elle est impossible structurellement parce que l'Union européenne n'est pas organisée pour gérer ce type de situation. Il faut imaginer que la prise de décision dans l'Union européenne dans ce type de crise, c'est-à-dire au moment où un missile balistique se dirige vers une capitale européenne en 5 minutes, il faudrait que le président français décroche son téléphone pour obtenir l'aval ou une réunion en urgence dans 5 minutes de 26 autres chefs d'État et de gouvernement pour prendre la décision éventuellement de répondre. En fait, c'est inenvisageable. Et ça n'est pas possible autrement. Et c'est là où ça prouve que l'Union européenne ne sera jamais une union politique intégrée, puisqu'en fait, ce qu'il y a de plus politique, c'est-à-dire l'intégration stratégique, ce serait vraiment, après fédéralisme économique, fiscal, budgétaire, ce que même parlementaire, ce que vous voulez, tant qu'il n'y aura pas d'union stratégique, que les Allemands, qui sont le cœur de l'Europe, ne veulent pas, l'Europe restera une sorte d'entre-deux, vassalisée stratégiquement et ouvert aux quêtes de la mondialisation d'un point de vue économique. Ça serait possible, mais ça demande une volonté politique, une réforme considérable. Et ça va à l'encontre de tout ce qui a été construit depuis les années 50. C'est-à-dire que la méthode Monnet, qui a fait ses preuves dans la réussite de l'Union européenne… Explique-leur, ils ne savent pas trop ce que c'est la méthode Monnet. Oui, c'est ce que je me prête à faire. La méthode Monnet, en fait, c'est un système d'engrenage avec cliquet. À chaque fois que les États cèdent une part de leurs compétences à l'Union européenne, ils ne la retrouvent pas et l'Union européenne va l'exercer à leur place. Et donc ça crée un système d'interdépendance des États européens croissant qui à la fois les empêche de retrouver la part qui a été cédée, mais qui aussi rend difficile une sortie même du traité. Difficile dans le sens où il y aura nécessairement des contreparties négatives. Et cette interdépendance se combine depuis 2007 à une paralysie des institutions. On est arrivé au bout de ce qu'on avait réussi à faire. L'ordre juridique européen est parfait tel qu'il avait été prévu à l'origine. Il a atteint son apogée, mais en atteignant son apogée, il se rend compte qu'il ne peut plus avancer. On a atteint tout ce qu'il était possible de négocier, tout ce qu'il était possible de concéder, tout ce sur quoi il était possible d'avoir un consensus. J'ai parlé d'une série de micro-consensus tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire que la mise en cohérence est devenue impossible. Parce que, et on le voit à chaque campagne, je vais revenir sur deux aspects sur la campagne présidentielle française, mais à chaque campagne, même pas que présidentielle d'ailleurs, à chaque campagne, une part considérable et donc majoritaire en fait des propositions des candidats ne sont pas faisables. Parce que systématiquement, ça va se heurter à la construction de l'ordre juridique européen qui l'empêche. Mais ce n'est même pas parce que politiquement ce ne serait pas recevable. Ça ne juge en rien du fond de la proposition. C'est juste que la mise en œuvre concrète demande des concessions sur lesquelles je vais revenir qui vont en fait ou bien neutraliser la proposition ou bien entamer une crise juridico-diplomatique massive. Et prenons un exemple. Je vais prendre un exemple avec les Verts. Les Verts nous rabâchent tout le temps, peut-être à raison, qu'il faudrait un salaire minimum européen. Mais sauf que ça n'est pas possible, parce qu'il se trouve que le TFUE l'interdit expressément. Ça s'appelle un mensonge. Ou alors, ils ne savent pas lire. Voilà, ou ils sont analphabètes ou menteurs. Mais... Ils ne savent pas placer la Lettonie et l'Estonie sur la carte. Ah oui, alors ça... Ou ignorant, peut-être. Ou ignorants, mais dans ce cas, ils sont peut-être alphabétisés, mais ils n'ont pas l'initiative d'aller lire. Ignorants dans le sens où ils n'ont peut-être même pas lu les traités. Oui, mais c'est probable. Mais de toute façon, ils n'ont... C'est pas le bilan carbone.
Mais il faut voir que la structure juridique européenne est tellement essentielle à son fonctionnement et elle ne repose tellement que sur ça que c'est devenu impossible de la maîtriser. Il faut vraiment faire ça toute sa vie, toute la journée pour maîtriser les différentes, les recoins les plus obscurs. C'est devenu impossible à faire. Et comme rien ne peut être modifié sans l'unanimité des membres, eh bien, rien ne bouge. Et toute simplification est impossible. Et comme nous sommes imbriqués dans l'ordre juridique européen avec nos ordres juridiques nationaux, notre propre droit en subit les conséquences systématiquement. Et ça me permet de continuer sur mon second point, qui est le principe cardinal de l'ordre juridique européen, sans lequel il ne fonctionne pas, et qui résume à lui seul cet ordre juridique, qui est le principe de primauté. En fait, je l'ai déjà un peu abordé tout à l'heure, mais très tôt, dès 1964 en fait, l'idée que le droit européen prime sur n'importe quel autre droit au sein des États membres a été affirmée, mais très clairement, à savoir qu'une norme, une loi qui serait contraire à une disposition issue du droit européen, du droit de l'Union européenne, serait pour cette seule raison, quel que soit le fond de la proposition, serait inconforme et donc devra disparaître. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, outre la loi parlementaire, il y a un véritable problème démocratique lié à ce sujet. Parce que ça veut dire que si demain, le peuple français ou italien, je ne sais pas, vote en faveur d'une disposition qui est contraire au droit de l'Union européenne, eh bien cette disposition doit disparaître. C'est sanctionné par la CJUE. Elle sera sanctionnée par la CJUE et elle sera, en fait, elle sera même ça va même plus loin. C'est que sans parler de la CJUE, le juge de droit commun de l'Union européenne, c'est le juge national. Dans un litige, n'importe qui, une association, une entreprise, pourra se prévaloir du droit de l'Union européenne contre la loi qui a été votée par référendum. Rien actuellement, juridiquement, ne l'empêche. Ça me fait penser à l'arrêt, justement, c'est là où l'Allemagne, le cas allemand est intéressant. C'est qu'en fait, les traités européens sont tellement, en fait, conçus, les traités européens, voilà, pas le traité allemand, j'ai dit, les traités européens sont tellement conçus, en fait, à l'image de l'Allemagne, que lorsqu'en fait, typiquement, la BCE vient à déroger à ses propres règlements, c'est la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui va rappeler, donc une Cour nationale, qui va rappeler à un organisme supranational son obligation à respecter les conventions, c'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te souviens, lorsque la BCE avait pris des mesures non conventionnelles pour sauver la zone euro, donc avec le quantitative easing, qui est une formulation oiseuse, qui veut simplement dire la création monétaire en 2015, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, dans un arrêt de juin 2020, il me semble, juin 2020, a dit très clairement ces mesures sont non conventionnelles et donc elles sont illégales au regard du droit européen. Et il a fallu attendre le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est en fait une forme de jugement politique, pensez à la Cour suprême américaine, qui a dit non, au regard des circonstances exceptionnelles, cette extra-conventionnalité, donc ce viol des statuts de la BCE, est justifié au regard de la situation, parce que c'était pour sauver la zone euro. Donc en fait, il y a une forme d'interprétation téléologique des traités, cette idée que si en fait les institutions européennes ne se mettent pas à faire de la politique, l'Union européenne va disparaître, puisque la machine est viciée, puisque les traités étaient trop rigides à l'origine. Donc voilà, c'est juste la parenthèse, c'est pour dire à quel point le droit est assez malléable en fonction un certain volontarisme politique pourrait passer par toute cette rigidité juridique. Quand l'Union européenne devient menacée par son propre fonctionnement, elle biaise avec son propre fonctionnement. Ça, c'est le fait de toutes les institutions. Les institutions cherchent à survivre par tous les moyens. Elles sont mues par leur propre existence. Alors, oui, il faut faire vite. Donc, je vais abréger. C'est ce que tu as à dire, quoi, mais... Oui, je condense. Je t'arrive. Donc je parlais de primauté du droit de l'Union européenne et ça va me permettre de faire, je vais terminer là-dessus parce que c'est illustré et c'est plus intéressant, on va parler de la Pologne et on va parler de la campagne présidentielle française à nouveau.
Vous avez probablement entendu parler d'une décision qui a été prise en fin d'année dernière du tribunal constitutionnel polonais qui fait suite à un long conflit qui est toujours en cours entre l'Union européenne, même si maintenant avec l'offensive russe en Ukraine on n'entend plus parler, qui fait suite à un long conflit à propos de la nomination des juges en Pologne. Alors, les enjeux ne sont pas les mêmes des deux côtés. Mais pour résumer, la Pologne, enfin le gouvernement polonais, avait pour ambition de renforcer son contrôle sur la nomination des juges et surtout sur leur discipline, c'est-à-dire les règles disciplinaires qui président au corps. Le but étant bien évidemment, c'est infernal, le but étant bien évidemment de renforcer son pouvoir sur la magistrature et de réaffirmer ses objectifs de politique nationale. Donc l'enjeu à la base est uniquement polono-polonais. Dans le fond, tout le monde se fout des juges polonais. Sauf que, eu égard à ce dont a parlé mon camarade tout à l'heure, c'est-à-dire les principes fondamentaux qui sont portés par l'Union européenne, figure notamment le respect de la Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle l'Union européenne voudrait bien adhérer, mais la Cour européenne, enfin la Cour de justice de l'Union européenne ne veut pas parce qu'elle a peur de la concurrence de la Cour européenne des droits de l'homme. Bref. Dans cette convention, il y a le droit à un jugement équitable. Or, si vous êtes en conflit avec les autorités polonaises, je ne sais pas, même locales, hein, et que les juges sont ou nommés ou que leur discipline est entre les mains du gouvernement, vous comprenez bien que l'équité de votre procès risque d'être bien sur le papier, mais à part ça, ça risque de ne pas aller très loin. Et donc, l'Union européenne s'est opposée à cette réforme polonaise. Alors j'abrège parce que c'est très long et ça a donné lieu à plusieurs décisions de justice successives. Mais à la fin de l'année dernière, le tribunal constitutionnel polonais a considéré qu'une partie des dispositions des traités européens était inconstitutionnelle, ce qui est inédit dans l'histoire de l'Union européenne. Ça signifie que pour la Pologne, elle ne peut pas respecter dans son droit national les dispositions qui ont été jugées inconstitutionnelles. Alors ça, pour l'Union européenne, alors qu'à la base l'enjeu est polono-polonais et que tout le monde s'en fout, pour l'Union européenne, c'est une question de vie ou de mort. Elle ne peut pas laisser passer ça. À la limite, elle s'en fout des juges polonais. Ce qui lui importe là, c'est que le tribunal constitutionnel polonais a affirmé que des dispositions du droit de l'Union européenne étaient contraires à sa constitution, ce qui ouvre la porte à deux choses. Un, si la primauté du droit de l'Union européenne est remise en cause, son application uniforme dans tous les États membres est menacée. Deux, si un État se met à réclamer après la conclusion des traités, parce qu'avant c'est possible, ce qu'on appelle un opt-out, hein, Jean-Luc Mélenchon vous en a parlé, il raconte c'est pas possible ce qu'il veut. Je fais une parenthèse là-dessus, mais Jean-Luc Mélenchon en fait parle d'opt-out, en gros, de ménager un statut particulier de la France. Sauf que ça se négocie au moment de la ratification du traité, quand on élabore le traité, pas 20 ans après, en fait. Enfin, peu importe. C'est peut-être juste du vocabulaire, mais c'est important. Et donc, la Pologne, la situation avec la Pologne ne peut pas être acceptée par l'Union européenne. Si elle l'accepte, alors c'est le détricotement de l'Union européenne qui la menace. Parce que ce qui va se produire, c'est que si elle ne dit rien, si elle laisse faire, ça signifie que le principe de primauté n'existe plus de facto. Ça signifie donc que les États vont pouvoir appliquer à la carte le droit européen, et ça signifie que tous les États vont se mettre progressivement à avoir des listes de Noël. Nous, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Et ce qui va se produire très vite, c'est que l'Union européenne en tant que telle n'existera plus de facto, ce sera une coquille vide. Et donc pour l'Union, c'est une question de vie ou de mort. Alors, ça pose deux questions. Un, comment tenir dans cette situation? Et deux, comment la situation pourrait se régler?
la situation avec la Pologne est intéressante parce qu'elle suscite une tension politique jamais vue dans l'Union européenne, ce qui la réveille, et c'est pas plus mal puisqu'on a parlé d'un politisme tout le long de la conférence. Mais comme l'Union européenne ne sait pas faire de politique parce qu'elle n'a jamais été conçue comme telle, elle a énormément de mal avec la situation polonaise qui aurait pu être réglée autrement, mais elle ne sait pas le régler autrement que par ses propres dispositions juridiques qui sont en fait son mode de pensée. L'Union européenne fonctionne comme un ordinateur. Et ce qui prouve le caractère parfaitement antidémocratique. Oui. Je fais une toute petite parenthèse, encore plus récente. Il y a une semaine à peine, Viktor Orban a été réélu en Hongrie. Sitôt réélu, une commission non élue s'est mise à faire du chantage à l'état de droit, dire que si, donc, du fait de la réélection d'un antilibéral, les valeurs libérales de l'Union européenne, enfin, les chantres, les tenants de ces valeurs, les gardiens de ces valeurs, doivent imposer des sanctions contre un gouvernement démocratiquement élu. Donc vous avez d'un côté des libéraux non élus qui vont sanctionner des démocrates élus. Je pense que c'est un cas d'espèce fabuleux, qui nous dévoile la vraie nature de l'Union européenne. Et la situation d'ailleurs avec la Russie est particulièrement problématique en ce sens que si alors bon, là on a vu la communion au Parlement européen, tout le monde se tient la main, on est unis, bon, avec l'Ukraine, mais ça ne va pas durer longtemps. C'est d'unanimisme forcené. Oui, mais c'est un unanimisme. C'est surtout l'OTAN en profite, mais l'Union européenne va s'affaiblir parce que la situation polonaise est en suspens. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, d'autres situations de ce genre peuvent se présenter. La Hongrie a décidé d'acheter le pétrole et le gaz russe. Alors il y a ça. Exactement, ils ont accepté. Donc ça veut dire qu'ils ne respectent pas une décision prise dans le cadre de la PESC, mais à la limite, c'est moins grave que ce qui s'est passé en Pologne. Mais ça pourrait s'envenimer, comme ça a été le cas en Pologne. Ce qui pourrait faire 2 États déjà. Bon, c'était les 2 vilains petits canards depuis le début, mais ça pourrait se répandre encore plus loin. C'est-à-dire que la situation russe pourrait amener même l'Autriche, les Pays-Bas, l'Allemagne à commencer à vouloir négocier la primauté du droit européen, et ça n'est pas possible, ça n'est pas entendable. Et j'en viens à la campagne française, et je conclurai après là-dessus. Pendant la campagne, la question européenne a été plus présente que jamais, alors qu'à d'habitude tout le monde s'en fout. Parce que des candidats, plusieurs, se sont mis à proposer des voies référendaires pour prendre des décisions qui seront contraires au droit européen. Alors, je vous lis. Je n'ai pas besoin de vous citer les noms, vous les connaissez. Ce sont des décisions qui seront nécessairement contraires au droit européen et qui amèneront à un conflit avec les juges nationaux, qui sont chargés d'appliquer le droit européen, et avec l'Union européenne elle-même. Ce genre de conflit, si ce genre de conflit se multiplie, l'Union européenne, qui n'a pas vraiment de moyens pour contraindre les États, si ce n'est l'arme financière, qui va rapidement montrer ses limites, va être contrainte soit de laisser la situation s'envenimer, soit de négocier. Et dans ce cadre, l'arme la plus redoutable, mais que les gouvernements ne veulent pas utiliser d'une manière générale, l'arme la plus redoutable, ça reste le référendum. Parce que quand c'est une loi parlementaire, il y a déjà le contrôle de constitutionnalité, et puis bon, voilà. Et puis c'est entendable. Quand c'est une loi votée par référendum, l'Union européenne, qui, je vous le rappelle, affirme dans ses principes fondateurs que la démocratie est une condition sine qua non pour y adhérer, c'est-à-dire que le régime doit être démocratique, en fait, elle se fout une balle dans le pied. Donc, l'Union européenne ne saura pas quoi faire d'un référendum qui serait contraire. Mais je ne parle pas d'un référendum sur la sortie de l'Union européenne nécessairement. Hein. Mais même si je pense que ce sera la deuxième étape. C'est-à-dire qu'il faudra nécessairement en venir là. Si on arrive à un point de bascule où, en France ou ailleurs, mais en France ça pourrait être particulièrement important, eu égard au poids du pays et au fait qu'il y a des élections en ce moment. Si ça arrive en France ou dans un autre pays, c'est-à-dire qu'un référendum vote une loi qui est contraire, c'est-à-dire et en aucun cas on ne pourra la rendre compatible avec le droit de l'Union européenne, eh bien on ne sait pas quoi faire. Ça veut dire qu'il n'y a aucune solution juridique à ce problème. Alors,
évidemment, devant un juge, le juge écartera la loi référendaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et même, éventuellement, le Conseil constitutionnel pourrait déclarer inconstitutionnelle la loi parce qu'elle ne respecte pas le titre 15, ce que n'a jamais fait d'ailleurs le Conseil constitutionnel. Mais politiquement, vous comprenez que c'est très compliqué. Mais on n'a pas de solution, et surtout l'Union européenne ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Elle n'a aucun moyen de contraindre l'État à changer cette loi. Et donc, dans ce cas, on en viendrait, parce que le conflit va s'envenimer, puisqu'elle ne pourra pas se laisser faire. Elle devra continuer à réaffirmer le principe de primauté. La CJUE sera saisie, prendra une décision en ce sens, etc. Et donc, dans ce cadre, il y aura probablement un deuxième référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Puisque la situation deviendra telle, on sera dans un blocage. Et le blocage juridique précède les crises politiques. La constitution de la Deuxième République en France est en partie responsable du conflit qui a opposé l'Assemblée au président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, qui a mené au coup d'État de décembre 51, puis au couronnement impérial de 52. Et si par exemple la constitution américaine est aussi vénérable, puisqu'elle date de 1787, c'est parce qu'elle est extrêmement souple et qu'elle a permis d'accompagner tous les changements institutionnels des États-Unis, au point où les États-Unis à 50 États aujourd'hui en 2022 ne ressemblent pas vraiment aux États-Unis, dans leur fonctionnement institutionnel, même si c'est les mêmes noms, aux États-Unis de 1789, puisque la Constitution entre en vigueur en 89, des 13 premiers États. Or, comme on l'a dit, et je vais terminer là-dessus, l'Union européenne, son ordre juridique, est extrêmement rigide. Rien ne doit bouger. Et elle a été conçue comme telle. Donc à partir du moment où on lui demande de pouvoir bouger, on lui demande de la souplesse et qu'elle a la capacité de manœuvre d'une femme de 115 ans, eh bien, elle ne peut rien faire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Simplement, une petite conclusion très rapide, voilà, une très succincte. Donc nous arrivons au terme de notre présentation. Alors je pense que s'il y a vraiment quelque chose d'essentiel à retenir, au-delà des aspects stratégiques et autres, ce que Kylian a rappelé à la fin, donc le droit de l'Union européenne n'a de raison d'être que par sa primauté, qu'à travers sa primauté sur les droits nationaux. Or si la préséance des droits nationaux est affirmée, réaffirmée sur le droit communautaire, l'Union européenne disparaît de facto puisque ce n'est, que vous l'avez bien compris, qu'un ordre juridique. La ligne de fracture les libéraux, ceux qui s'opposeraient à ce que justement on puisse proposer des référendums sur des questions interdites par les traités européens, et les démocrates qui voudraient justement dépasser ces traités européens pour retrouver une forme de démocratie, on se rend bien compte que ces deux composantes-là, aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, sont irréconciliables, et il en va de la nature de l'Union européenne. L'Union européenne s'est pensée à l'origine comme une sorte de puissance douce, une sorte d'empire normatif, du moins depuis l'échec des projets d'Europe politique intergouvernementale impulsés par De Gaulle que je vous expliquais, et donc que je vous exposais, pardon. Et donc on se rend bien compte qu'elle arrive aux limites de son fonctionnement, ce qui fait qu'elle n'a pas réussi à s'imposer comme un acteur qui a réussi à civiliser les relations internationales, comme l'espérait. Et j'aimerais vous citer Jean Grenier, très rapidement, qui était le maître d'Albert Camus, hélas dans un petit essai qui a disparu des radars aujourd'hui, qui s'appelle « Essai sur l'esprit d'orthodoxie ». Et il dit très bien que le propre de l'orthodoxie en période de crise, c'est de rester l'orthodoxie. Parce que si l'orthodoxie n'est plus l'orthodoxie disparaît. Or, c'est exactement le cas de l'Union européenne. Et ça devrait, je pense, hélas, accélérer sa chute dans les décennies prochaines. Au regard de la recomposition géopolitique du monde, l'Union européenne devrait sûrement se faire surclasser par ce retour du tragique qui fait que les différents pôles de puissance et d'influence prouveront bien que le libéralisme autoritaire post-démocratique européen n'est qu'une philosophie parmi tant d'autres, qui est une espèce de petit universalisme à reclasser dans le domaine du champ des idées politiques comme une histoire historiquement située et idéologiquement située, qui va se faire surpasser par une réalité internationale qui acte, 1, le retour des États, 2, le retour du tragique. Donc, la souveraineté est un concept juridique, comme tu l'as très bien expliqué, c'est l'indépendance politique qui peut venir conditionner une effectivité réelle à la souveraineté. Nous constatons aujourd'hui que cette indépendance politique, qu'elle soit nationale
ou européenne à l'échelle continentale n'existe pas. Donc l'Union européenne est à la fois un objet juridique non identifié, ou du moins sui generis, et un objet géopolitique non identifié. Donc ce n'est pas un État, ce n'est pas une ONG, une organisation intergouvernementale classique, c'est une sorte de machine administrative hybride qui a fait le choix de communautariser certaines prérogatives, justice, marché, monnaie, et de laisser dans le registre de l'intergouvernementalité d'autres segments comme la fiscalité, qui est certes encadrée, puis, ou l'armée, évidemment. Voilà, donc la pierre d'achoppement, c'est le premier blocage, il n'y a pas de communauté de destin. L'Union européenne propose une certaine aversion au risque, et cette préférence pour la norme la bloque. Voilà. Et Régis Debray, enfin, un des auteurs qui, je pense, peut nous amener aujourd'hui à penser la question européenne en ouverture finale. Dans un de ses ouvrages, il nous propose ce qu'il appelle une théorie des communautés politiques, que tu disais très bien. Tu disais l'Union européenne n'est pas un État, un territoire, tu pensais. Donc, pour former une communauté, un tout, transformer ce tas d'États en un tout homogène, il faut d'abord qu'il y ait une dimension à l'altérité, un attrait à l'altérité, c'est-à-dire que distinguer un dedans d'un dehors, il faut fixer une ascendance, c'est-à-dire des ancêtres, d'où vient l'Union européenne, de quoi elle s'inspire, une forme de transcendance. Quel est son, oui, bien sûr, quel est son logiciel? La démocratie, le libéralisme autoritaire, aujourd'hui, il n'existe pas, et surtout la délimitation du territoire. L'Union européenne n'est pas forcément européenne déjà, rien que dans son logiciel, de forme de transposition d'un idéalisme, d'un messianisme kantien qui est aujourd'hui qui a été incarné tout le long du XXe siècle par les États-Unis, mais sauf que les États-Unis, la différence, c'est qu'ils ont su ajouter la force à la norme. Nous sommes une norme sans la force, c'est une norme ineffective qui a vocation à disparaître, à se faire supplanter par celui qui impose la force. Voilà. S'il y a une force en Europe, c'est les États-Unis. Tout à fait, mais elle n'est pas européenne, c'est ce que je dis bien. La défense européenne, ça s'appelle les États-Unis. Ça s'appelle l'OTAN, tout à fait. Voilà. Bon, bah, c'est terminé. T'as quelque chose à rajouter peut-être? Non, pas du tout. Voilà. Ok, bravo les gars. 2 heures. Bon, merci.